Si vous êtes né au siècle dernier, il est probable que vous connaissiez ce tube de l'an 2000. Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Je pète les plombs, disque d'or qui a lancé la carrière du rappeur This Is La Peste avec son clip mythique Cécile de France et le fameux Trop tard, désolé monsieur, il est midi et après-midi, et bien le Mac Morning c'est fini. Peut-être ne savez-vous pas qu'il est très directement inspiré d'un film au statut culte mais aussi assez compliqué. When someone does this, Where you going? You pay? Go. Give us your briefcase. don't you want to do this? You forgot the briefcase! On February 26th, Bill Foster does what you've always wanted to. Academy Award winner Michael Douglas, Falling Down. C'est de ce film, mais à travers lui de bien d'autres choses, dont on va longuement discuter aujourd'hui parce que quand c'est compliqué, c'est intéressant. Je préfère vous prévenir, si son contenu est pas d'une violence insoutenable, il va nous amener sur des sujets peu agréables, voire proprement épouvantables. Avant de s'y attaquer, je dois vous parler d'un événement nettement plus sanglant et dérangeant, mais surtout nettement plus réel. Je vais en raconter le déroulement tel qu'on le connaît, assez précisément, en évoquer les témoins et les victimes comme ceux qu'ils sont, pas juste des noms en vrac d'une rubrique chien écrasé, mais de véritables personnes frappées par une tragédie. Pour qu'on comprenne ce qui s'est passé ce 14 septembre 1989 à Louisville, dans le Kentucky. Si vous voulez vous épargner les détails les plus pénibles, rendez-vous directement au chapitre suivant. On aura l'occasion de revenir sur cet événement plus tard et voir si on peut donner un peu de sens à cette folie. Ce jeudi-là, Joseph Westbaker, surnommé Rocky par ses collègues, pénètre comme tous les jours de la semaine depuis 18 ans dans les locaux de Standard Gravure, une entreprise d'imprimerie. Pourtant, ce n'est pas un jeudi comme les autres. Il n'emprunte pas l'entrée des ouvriers, qui mène directement aux presses, mais celle des bureaux. Une employée s'apprête à retenir l'ascenseur pour lui, mais voyant le temps qu'il met à prendre ses affaires, elle ne l'attend finalement pas. Rocky porte une veste en daim et des lunettes de soleil à monture métallique, son accessoire fétiche qui ne quitte presque jamais son nez. Beaucoup plus inhabituel en revanche, le fusil AK-47 de fabrication chinoise qui repose contre sa hanche et le pistolet allemand calibre 9 mm fourré dans son jean. Dans un simple sac de sport en bandoulière, 2 pistolets semi-automatiques, un revolver Smith & Wesson calibre 38 et des munitions pour tout son attirail, dont 4 chargeurs pour la mitrailleuse. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur l'accueil du 3e étage, il ouvre immédiatement le feu. Ouais, je vous avais prévenu. Ces 2 premières victimes sont les réceptionnistes Sharon Needy, qui succombera à ses blessures peu de temps après, et Angela Bowman, qui restera paralysée à vie. Alertés par les coups de feu, plusieurs employés se terrent dans les bureaux, contactent les secours et s'appellent d'une pièce à l'autre sur une ligne interne. Certains sont blessés. Ils aperçoivent Westbaker avancer avec une lenteur méthodique dans les couloirs, s'arrêter précisément devant le bureau de Mike, le nouveau patron. Heureux hasard pour ce dernier, il était en déplacement ce jour-là. Rocky quitte les bureaux pour le long couloir étroit qui mène à l'atelier de reliure. À peine la porte ouverte, il tue 2 hommes de la maintenance, John Stein et James Husband, dit Buck, et en blesse un 3e, Forrest Conrad, à la jambe. Forrest sera secouru quelques minutes plus tard par 2 consoeurs, totalement inconscientes de l'horreur en train de se dérouler. Après avoir emprunté un escalier métallique, Rocky débarque dans une salle de presse particulièrement occupée du fait de la relève de 9 heures. Il blesse 2 nouvelles personnes et tue Paul Sally, d'une balle dans le torse. Un nouveau tunnel, plus loin, débouche dans un véritable labyrinthe industriel de rouleaux de papier géants, de travées en aluminium et de machinerie activant les presses. Là, John Tingle est attiré par un lourd bruit de métal. Nez à nez avec son collègue tenant son AK fumant et son lourd sac de matériel de mort, il le salue, comme un jeudi. Hey Rocky, qu'est-ce qui se passe? John et Rocky ont toujours entretenu de bonnes relations. Salut John, Répond Rocky, avant d'ajouter je leur avais dit que je reviendrais. Pousse-toi. Mais John ne se pousse pas. Au contraire, il s'avance vers son collègue. Pars-toi John, casse-toi de là. Répète Rocky à plusieurs reprises avant que John n'obtempère enfin. En approchant d'un nouvel escalier, Westbaker tire sur quelqu'un qui descendait. La photo du corps de Richard O. Barger en bas des marches, publiée plus tard en une du Courrier de Journal, provoquera un scandale, un procès et même une décision de la Cour suprême concernant le respect par la presse de la dignité des victimes. Raison pour laquelle nous ne la montrerons pas ici. Rocky n'avait manifestement pas reconnu Richard avant d'ouvrir le feu. D'après les témoins, il s'est approché du corps, l'a dévisagé, puis s'est excusé, avant de reprendre son ascension en tirant une 12aine de fois, encore à l'aveugle. Dans le couloir entre les presses, le vacarme des machines couvre absolument tous les bruits. C'est là que Lloyd White et James Weeble Sr. sont fauchés par leur assassin. Rocky se met en quête du bureau du contremaître.
Par chance, ce dernier sortait de son bureau à ce moment-là et l'aperçoit. Subitement, un employé s'adresse au tireur et détourne son attention, permettant au contremaître de fuir. Un autre encore se rue vers les vestiaires, tambourine à la porte et lorsqu'on lui ouvre, crie « Wes Baker tire sur tout le monde !» Ils sont plus d'une vingtaine ici, dont certains encore sous la douche, à se planquer comme ils le peuvent. Plus loin se trouve la salle de repos, où 7 personnes prennent leur pause sans se douter de rien. And I looked around my shoulder, and the door was opening with a gun, pushing it open. It was a big gun. I didn't know what it was at the time, and then I started hearing the gunshot, pop, 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 and then all of a sudden, it pop, pop, pop was me. Wes Baker vide un chargeur, recharge, puis se remet à tirer. William Ganott et un collègue anonyme meurent sur le coup. Les 5 autres aussi ont reçu de nombreuses balles. Ce survivant se nomme Michael Campbell. Ce jour-là, il est resté cloué à sa chaise un long moment. Ses bras portent toujours de graves séquelles des tirs. Il est sorti par là-bas. Finit par lui dire un autre blessé, atteint au thorax. L'un après l'autre, malgré leur état, ils parviennent à ouvrir une porte et ramper dans les couloirs. Michael siffle et appelle au secours. Quelqu'un plus loin lui répond. On sait qu'il est là, mais on sait pas où. On peut pas entrer. Alors Michael dit Il s'est tiré une balle. Il déclarera plus tard qu'il avait véritablement la conviction, en son fort intérieur, que l'assaillant mettrait fin à ses jours. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. L'homme se précipite dans le couloir et commence à jeter un œil partout. Il s'agit d'une personne du SAMU. Le reste du bâtiment grouillait déjà de secours et de policiers. Dans l'une des pièces, il découvre un corps et annonce à la radio « Ouais, c'est bien lui. » Ça y est, c'est fini. And the guards grabbed me and they said, sit down here, said you're hurt bad. I said, hell, you don't know what bad is. Joseph Wes Baker avait traversé les locaux de son entreprise d'un bout à l'autre, laissant dans son sillage le sang, les cris et la mort. 8 personnes ont été tuées et 12 blessées. Le massacre laisse place au balai médiatique, au choc et à l'incompréhension. On se penche sur le profil de Rocky. Comme presque toujours dans ces cas-là, personne ne l'imaginait commettre une telle atrocité. Mais il avait des soucis personnels, ça se passait mal au travail, il souffrait de problèmes psy. Bref, Rocky a pété un plomb. Ce pays malade et coutumier de tueries de masse en tout genre que sont les États-Unis a même une expression spécifique pour ce type d'événement. Going postal. Littéralement, virer postal. Alors, la formule n'est pas encore passée dans le langage courant à l'époque. Elle vient d'une série de tueries s'étant déroulées, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans les services postaux. De 1983 à 1993, on compte 11 cas ayant causé la mort de 35 personnes. Pourquoi les services postaux ? À cette époque, on comprend pas trop. Simple coïncidence, loi des séries, malédiction. Peut-être que les centres de tri, peu regardant sur la main-d'œuvre, attiraient statistiquement des profils de marginaux violents et de malades mentaux. Ce phénomène passait pour une bizarrerie morbide. Toujours est-il que l'expression va désigner plus largement les employés pétant les plombs et se livrant à des tueries sur leur lieu de travail, qui devient un sordide lieu commun de la culture états-unienne, tant le massacre de Standard Gravure en 89 sera le premier d'autres drames similaires, jusque-là étrangement cantonnés à des faits divers de services postaux. Non, pitié! Patron de merde! C'est à cette expression qu'on doit le titre des jeux Postal, qui entraîneront une plainte de la Poste contre l'éditeur, classée sans suite parce que, ça parle pas de la Poste, c'est juste une expression consacrée. Et la sordide adaptation par le non moins sordide Uwe Boll. Oh, j'ai une légère gaule sur zen, j'ai remarqué parfois, à force de voir cette foule avec tous ces enfants. C'est également le titre d'un roman de Terry Pratchett, qui fait entrer la formule dans l'univers du disque monde au sens de devenir fou, ainsi que pléthore de références dans la culture populaire. You're not a postal worker, are you? Quant à cette description des événements de Standard Gravure, on la tient justement d'un livre intitulé Going Postal, du journaliste Mark Ames, malheureusement indisponible en français, qui jetait en 2005 une lumière nouvelle sur cette horrible tradition états-unienne des tueries de masse, bien connue dans les établissements scolaires, mais aussi en entreprise. Un éclairage un peu différent du cadrage classique, il a pété un plomb, on s'y attendait pas, et pourtant seul un fou peut commettre un acte aussi aveugle, que voulez-vous y faire ma bonne dame? Pensées et prières, répétées à chaque nouveau drame. Mais on va y revenir après avoir parlé de cinéma. Car le 7e art mobilise souvent, de différentes manières, cet archétype du type ordinaire qui craque et se lance dans une expédition plus ou moins violente contre un peu tout et n'importe quoi.
Initialement prévu pour 92, finalement repoussé à 93 pour une raison qu'on va aborder, ça fait déjà un moment que le scénario de Chute libre, que l'on doit au comédien Eb Rose Smith, se prend refus sur refus de la part des studios. Jusqu'à ce que Michael Douglas, déjà auréolé de nombreux succès, dont son Oscar pour Wall Street, s'entiche du personnage et accepte de le jouer pour un salaire revu à la baisse. Look, I think Falling Down was the best screenplay I've read in a really long time. The part is the best part I've had since Wall Street. I think it's hitting a chord for a lot of people. Derrière la caméra, on trouve Joel Schumacher, un réalisateur, on va dire, mal aimé. Sa filmo a beau contenir quelques beaux succès, il reste souvent associé à des films particulièrement détestés. C'est pas peu dire que toute sa carrière, le bougre a eu une relation compliquée à la violence des critiques. Here is what some critics have said. This thing looks like a gigantic trailer. Just jumps from climax to climax, from explosion to explosion, from villain to hero. There's the shredding of any sense of what a story is. There you go. The great thing about film is that there are Big Macs, there are little Polish restaurants, there's Thai food, and they don't all have to be compared to one another. Right. Sometimes a great Big Mac is just wonderful. On dirait qu'il y a des critiques. Pourtant, Joel Schumacher, qui nous a quittés en 2020 des suites d'un cancer, a laissé une belle image dans l'industrie, aussi apprécié des producteurs pour sa capacité à tourner en temps et en heure que de ses collègues pour ses qualités humaines. And I think Joel Schumacher as a filmmaker was a master of being able to take wardrobe and makeup and music and create a sensibility. And it was just a real testament to how forward he was as a director at that time. Sa mauvaise réputation fait d'autant plus mal au cœur quand on voit la vie qu'il a vécue, à milieu de celle des yes-man californiens qui pullulent à Hollywood. Joel, c'est un prolo new-yorkais, élevé par une mère seule après le décès de son père, qui rêve de faire des films depuis ses 7 ans. Well, of course, I did grow up poor. I was on the street as a young kid. I have made every mistake in the book, and I left home when I was way too young. I'm one of those people who is a true survivor of the 60s. I mean, I'm blessed just to be alive. Sa jeunesse a été marquée par la débauche des milieux underground, autant dans ce qu'ils avaient de plus émancipateur que de plus destructeur. Drugs and sex and rock and roll, way beyond the time period that I should have stopped. Après des débuts dans la mode et les costumes, il lutte toute sa vie pour s'imposer dans son métier de rêve, malgré les complexes et l'humilité du gamin pauvre du Queens. I don't think that I'm great. I'm struggling to be good. You said at one point, you know, it is very hard to believe you have a calling and then realize you're not gifted. Yes, I wanted to be a director all my life. When I finally got the chance to direct, I was so miserably untalented. Chute libre fait partie de ces œuvres trop souvent éclipsées, ayant arraché un statut culte et même une nomination pour la Palme d'Or. Et oui, excusez du peu. Avec son slogan « L'aventure d'un homme ordinaire en guerre contre le monde quotidien », traduit en français par « L'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société », la société à la mauvaise haleine, société. Le film est un des représentants les plus emblématiques de ce sous-genre des films de pétage de plomb. D'où ces nombreuses traces dans la culture populaire, avec en France le clip de This bien sûr, mais encore plus littéralement un autre des Foo Fighters, une chanson d'Iron Maiden, des samples dans plein de morceaux et des inspirations en veux-tu en voilà. Seigneur, il a fallu que je travaille dur tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai à montrer en fin de compte? Cette attaché-caisse et cette coupe de cheveux. Le personnage incarné par Michael Douglas est très loin de se livrer à des extrémités aussi sanglantes que Joseph Westbaker, une poignée d'années avant la sortie du film. Il est pourtant sujet à nombre de discours et de controverses. Alors, comme beaucoup de choses ont déjà été dites, j'aimerais ici y poser une lumière un peu différente, qui n'a pas l'ambition d'épuiser le propos et encore moins la prétention d'être la grille de lecture du film. Les œuvres ne sont jamais des monolithes et des visions même contradictoires peuvent tout à fait y cohabiter, être quelque part juste toutes en même temps. Surtout quand on parle d'un truc lui-même aussi ambigu que ce film. Concernant les spoilers, bon là, on va y aller carrément, puisque une fois n'est pas coutume, on va utiliser un peu la forme de la review, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est une trajectoire. Une trajectoire qui va nous amener à un paquet de problématiques. D'autant que le film est construit très littéralement comme une trajectoire. Un homme ordinaire pète un plomb et va d'un point A à un point B en azimut brutal, dans une escalade de chaos où chaque scène correspond à une étape de son parcours. Commençons donc cette espèce d'anti-odyssée par le commencement. En l'occurrence, et sans préliminaire, au point de rupture.
Là, c'est l'histoire d'un mec. C'est direct une des scènes les plus connues. On découvre ce type coincé dans les embouteillages avec sa bagnole pourrie au milieu des travaux et de la canicule à Los Angeles. Une vraie cocotte minute qui monte en pression, jusqu'au craquage. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Une situation de stress en réalité assez banale, quotidienne, dans l'espace liminal le plus tristement et communément anxiogène où transite toute la société. Une situation qu'on comprend toutes et tous, où on aimerait nous aussi claquer la porte, laisser tout en plan et... Hey! Où vous croyez aller comme ça? Je rentre chez moi. On sait pas non plus grand chose du personnage de Michael Douglas parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. À ce stade, il est même pas nommé tant cette information est et restera superflue. Même si pour votre gouverne, il s'appelle William Foster, un nom qu'il partage avec un directeur photo, un syndicaliste, un tennisman et un évêque. Et qu'il sera crédité D-Fence en référence à sa plaque d'immatriculation. Nous, par souci de confort, on va juste l'appeler Bill. Donc on ne nous dit pas grand chose de Bill, mais Bill nous dit beaucoup de lui. Parce que Bill, c'est un type ordinaire. C'est même le type ordinaire. Un mec, Bill, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et l'homme ordinaire, c'est un profil privilégié du pétage de plomb. Puisque, pour péter les plombs, il faut d'abord être normal. Il incarne précisément les normes qu'il va briser. L'inverse d'un marginal, d'une personnalité extrême ou d'une menace pour la société dont il est le parfait petit représentant. C'est donc d'autant plus marquant qu'il en devienne une. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Contrairement à des profils qu'on retrouve dans certains films, notamment les Vigilante Movies, avec des vétérans, des flics ou des malfrats, cet homme ordinaire ne dissimule aucune expérience de la violence. Ni le savoir-faire en la matière, ni les traumatismes qui pourraient expliquer son craquage. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Un intérêt d'abord narratif pour le décalage avec la violence qu'il va déployer, le passage du civil vers la barbarie par nécessité de survie ou par rupture face aux événements. Un comportement qui n'est pas celui attendu. Celui dont les voisins diront « on ne comprend pas, un type si discret, si poli » et blablabla. Il y en a toujours un qui a l'air du type qui pourrait craquer, même si à chaque fois ce n'est jamais celui qui pourrait craquer qui craque effectivement. C'est le type dont personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse une chose pareille, qui explose dans une rage meurtrière. Alors, vous me direz, c'est vraiment le degré zéro de la caractérisation, Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, au premier coup d'œil, vous vous dites que Bill est l'homme ordinaire, au point que son apparence est devenue emblématique et a été maintes fois reprise d'une manière ou d'une autre. Sa coupe rigide, ses grosses lunettes, sa petite chemise, sa cravate, ses stylos et son attaché case, symbole du salaryman, l'employé de bureau. Parce que ce personnage par défaut n'est pas n'importe qui. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, Monsieur Tout-le-Monde n'est pas tout le monde. Non, mais je dis un mec normal, je veux dire, un blanc. Par défaut, justement, on imagine donc Monsieur Tout-le-Monde, surtout dans les années 90, comme un homme blanc, hétérosexuel, père de famille, approchant la cinquantaine, salarié de classe moyenne. Et commencez pas à monter sur vos grands chevaux en commentaire, car, déjà, vous voyez bien que c'est vrai, et comme va le montrer la suite, rien de tout ça n'est hors sujet. C'est ça qui est compliqué à comprendre pour les autres gens, si vous voulez. Mettez-vous à leur place. L'employé de bureau est un archétype accompagnant la tertiarisation de l'économie, différent de la figure de l'ouvrier à l'ancienne, qu'on imagine volontiers fier, viril, fort en gueule, possiblement bagarreur, voire syndiqué. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu au Sénégal, on vous met le feu au déflammant. À l'aliénation du travail à la chaîne et à l'exploitation façon temps moderne, on retranche les capacités physiques et on ajoute l'absurdité kafkaïenne des mémos, des photocopieuses et normes ISO 9000 à la façon d'un 1984, mais dans le privé. Tout ça nous donne les comédies de travail, mais aussi un profil parfait pour les pétages de plomb. Qu'ils s'appellent Joe, John, Jean-Michel ou Berthier, on imagine plus volontiers ces personnages comme victimes passives d'humiliation quotidienne et désespérés par la perte de sens. S'il n'y avait pas cette petite fête chaque année, je crois que je me tirerais une balle dans la bouche. Jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder la serpillière, un loser dont la vengeance sur le monde n'en sera que plus terrible. Juste une mine au point sur les plus belles îles de ta vie. Pas massacrer des personnes. Une revanche qui peut tenir lieu de fantasme, surtout pour un public qui reconnaîtrait ses injustices quotidiennes dans cette catharsis. On commence par quoi?
Par votre constant absentéisme. Vous avez un problème avec l'autorité, monsieur Anderson. Vous pensez que vous êtes unique, que les règlements ne vous concernent pas. Vous êtes au courant de ce qui a eu lieu hier soir ici, et vous vous offrez plus d'1 heure de retard. Par conséquent, si un employé a un problème, l'entreprise a un problème. Cette fois-ci, je vous préviens que si vous continuez à vous comporter... Maintenant, Fripouille, écoute-moi. Je suis la vengeance narquoise de Jack. Et dire qu'avant, j'étais quelqu'un de sympathique. On n'a pas besoin d'en savoir plus sur Bill pour identifier ce qu'il peut ressentir. Pourquoi là, il craque. Après tout le monde déteste l'enfer de faible intensité du métro boulot dodo, ceux qui le vivent au quotidien comme ceux qui le fuient comme la peste. On comprend la goutte d'eau, mais on ne peut qu'imaginer le contenu du vase. Parce que Bill est avant tout lui-même un contenant, un véhicule, dans lequel on peut, pour le moment encore, projeter tout un tas de choses, des plus anodines aux plus graves, des plus identifiables aux plus invisibles, qui font que nous-mêmes, des fois, on en a ras-le-bol. On voudrait juste tout laisser en plan et rentrer chez soi. Je rentre à la maison. Oui, à la maison. On va y revenir. Maintenant que la machine est lancée, première étape. Bill croise une petite épicerie et ça tombe bien, il a besoin de faire de la monnaie. Pas monnaie, faut acheter. Pas de livraison et pas de crédit, monsieur. Les bons comptes font les bons amis. Est-ce que vous prenez les chaussettes? Bon, qu'à cela ne tienne, il va prendre un coca. Ça tombe bien, il fait hyper chaud. Café à 5 cents. Quoi? Café à 5 cents. 85 cents? Il me restera plus assez de monnaie pour le téléphone. Boisson, 85 cents. Vous payez ou dehors? Je reste. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et résultat... Lâchez ça! Qu'est-ce qu'on fait? Nom de Dieu! Lâchez ça! Un acte déjà plus violent, hein, même s'il cherche pas à s'en prendre physiquement aux commerçants, autrement que dans une altercation réciproque qu'il a certes initiée par son attitude. Je reste. Le pétage de plomb va franchir des caps comme ça, un peu tout le film, étape par étape. Et vous pouvez déjà identifier un autre schéma. Bill ne cherche pas de cible, de tort à redresser ou de vengeance à assouvir. Les accrochages n'ont lieu qu'au hasard de sa route vers son seul et unique objectif. Je rentre à la maison. Sa colère ne vise rien en particulier, ou plutôt tout en général. C'est un état plus qu'une émotion. Ah, monde de merde. Après tout, il est en guerre contre le monde de tous les jours. Il n'identifie des griefs, même les plus minimes, qu'au fur et à mesure qu'il les croise. Il a juste plus assez de points de santé mentale pour les laisser couler. I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Cet agacement très général contribue à l'efficacité des films de pétage de plomb. Il crée un décalage entre le côté banalement quotidien de ces sources d'agacement et la réaction disproportionnée du personnage. Ils sont très efficaces dans une société où tout le monde ressent plus ou moins une rage sourde à son encontre en n'identifiant pas ou mal ses raisons. I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Cette dernière prend sa source dans des situations très concrètes de la vie auxquelles tout le monde peut plus ou moins s'identifier. La tentation pour ces films peut même être de ne choisir que des cibles faciles, voire superficielles, pour se mettre le spectateur dans la poche. Je m'en cherche. Mais ce sont que les symptômes, les situations concrètes où s'expriment au quotidien des problèmes plus profonds. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. Si les films de pétage de plomb reposent peu ou prou sur les mêmes mécaniques, ils ne disent pas tous la même chose. Ni dans ce qu'ils identifient comme raison de la colère, ni dans comment ils traitent celle-ci. Ça veut dire quoi, monde de merde? En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Donc là, Bill, il voulait juste un coca chez un épicier coréen. Et c'est quoi sa réaction à Bill? Boisson, 85 cents. Vous payez ou dehors?
4 fins, c'est quoi fin? C'est un V, pas un F. 4-20. Y a pas de V en chinois? Pas chinois, mon coréen. Ah oui, alors, vous débarquez dans mon pays, vous me prenez mon argent, vous faites même pas l'effort de parler ma langue? Ouais, vous voyez pourquoi je dis que le profil de Bill n'est pas celui de tout le monde, et que ça joue un rôle. Et vous voyez pourquoi le film il est polémique. À l'époque, Douglas, à la demande du studio, avait dû rencontrer des assauts de Coréens aux USA, et le film avait pas été diffusé en Corée du Sud. Du Nord non plus, j'imagine, hein, mais ça on s'en doutait. D'autant qu'il y avait un enjeu assez tendu autour de la prod du film que vous allez comprendre par la suite. L'épicier coréen, c'est une figure aussi aux États-Unis, hein, surtout à Los Angeles, un peu comme nous on dirait l'arabe du coin, pour peu ou prou le même genre de commerce. Voilà, moi, chaque fois que je rentre chez Monsieur Larsen, j'ai la boule au ventre, quoi, c'est trop. 19,90€ le paquet de chips. Et notre Bilou, comme vous pouvez le constater direct, il est un chouï xénophobe. D'aucuns diraient raciste. D'où une certaine méfiance envers les gens qui s'identifieraient un peu trop à lui, en assumant plus ou moins ce que ça dit d'eux. Seulement en France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons à rien, les parasites. J'ai pas raison? Mais si. Et ça rapporte à qui tout ça, hein, je vous le demande? Au Metec, au Bico, au Rastaquaire, j'ai pas raison? Mais si. Assumer ça, puis beaucoup d'autres choses par la suite, mais bref, c'est assez clair. Et du coup, d'autres gens apprécient que modérément que le film nous fasse sympathiser avec ce type. Le contrepoint classique à ça, c'est dire que les deux ont rien compris, car le personnage est clairement présenté comme un sale type. C'est un méchant raciste. Et donc, ça montre que le racisme, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Et pour être tout à fait clair, oui, c'est même un des sujets centraux et explicites. Et si c'était pas assez évident au visionnage, ces créateurs perçoivent eux-mêmes leur personnage comme un réactionnaire. Créateurs qui, et je le précise, ne s'identifient pas eux-mêmes comme des réactionnaires. Douglas comme Schumacher sont des démocrates, donc on va dire à minima le centre-gauche pour les USA, sans parler des questions spécifiques comme l'engagement anti-armes du premier et l'engagement pour les droits LGBT du second. Alors vous me direz, ça n'empêche pas de créer dans le feu du film une figure complaisante avec des idées auxquelles par ailleurs ils se prétendent opposés, ni même une récupération par une partie du public. Ça serait pas la première œuvre à tomber entre de mauvaises mains du point de vue de leur créateur. Mais pour être tout à fait honnête, aucune de ces approches me satisfait totalement. Sinon, je ferais pas cette vidéo, vous imaginez bien. Ce qu'il faut resituer, c'est ce que cette scène dit déjà du fonctionnement de Bill, et qui va se révéler tout au long de son périple. Là, ce qu'il faut en rogne, c'est le prix exorbitant d'un putain de coca. Ce que lui associe au fait que ce type est coréen, qu'il a un accent, et que merde, dans quel monde on vit alors? Bah, ça a pas vraiment de rapport, juste tout ça, ça l'énerve, et il se lance dans un grand speech patriotique. Est-ce que vous savez combien d'argent mon pays a donné à votre pays? Combien? J'en sais rien, mais c'est sûrement énorme, y a pas de doute. En fait, vous allez voir que Bill, il sait pas trop ce qu'il dit. Il est un peu perdu, quoi. Il est très en colère contre le monde, de manière très générale, on a compris. Et il passe son temps à rabâcher des trucs avec l'aplomb des certitudes bien ancrées, ce qui lui donne ce côté à la fois sûr de lui et un peu déplacé, un peu ridicule, un peu hors sol, qui rappelle les mêmes on vit dans une société. You know, we're living in a society. We're supposed to act in a civilized way. Y compris des trucs assez racistes, alors que, comme on va le voir, il se vit pas comme un mec raciste. Un racisme, en fait, aussi ordinaire que lui. Mais qu'est-ce que c'est, ça? La dernière attaque sur les Fidji? Ce qui est bien un problème, parce que si le racisme ça se limitait à des gros nazis nostalgiques de Pétain, ça serait déjà ça de prix. Mais lui, il passe son temps à voir ses problèmes au travers d'une espèce de doxa cliché des années 50, dont on a bourré le crâne des ricains, et qui va se retrouver en permanence en décalage avec la réalité, tant elle apparaît désormais à côté de la plaque dans son monde post-guerre froide. Parce que là, on est dans les toutes premières années après la chute de l'URSS, et ça va être hyper important. Dans les années 50, en effet, les USA ont altruistement aidé la Corée comme des oufs en bombardant leur pays pour les sauver des communistes et amener la démocratie. Même si, bon, ils ont soutenu la mise en place d'une dictature à leur botte. Et puis c'est vrai, plein de Coréens sont venus gagner leur croûte en fondant des commerces, notamment ces fameuses épiceries. Du coup, Bill, il est vénère parce qu'il voit toujours ça au prisme de ses valeurs des années 50, des boniments qu'on lui a vendus toute sa vie. Putain, il a donné sa vie pour la démocratie, il leur a laissé faire des épiceries et leur coca, il est hyper cher. Non mais on est où là? Alors ok, lui il a pas donné sa vie, pas littéralement plutôt, hein, sinon bah il serait pas là. Puis surtout, c'est même pas lui qui l'a faite la guerre de Corée. Parce que quand je dis il pense comme dans la période considérée comme florissante des années 50, c'est vraiment comme ça qu'est construit le personnage, hein, jusque dans son look si emblématique. And I also had a sense for the guy that it gave me a feeling of like the late 50s and the early 60s. And somehow my character, you kind of had the feeling that he came from another time, or he wished or he hoped for another time when things made sense.
when somebody's job was worthwhile, you had a purpose in life. And I think he kind of reverted or dreamt about the old days. And it's amazing sometimes how they say a haircut can make the man. And you know, the haircut came, and then all of a sudden the whole kind of character came together. No kidding. I had a sense of somebody with this military background. Mais faites le calcul. Là, on est vers 92. Bill, il doit approcher de la cinquantaine, on va dire, hein, comme Michael Douglas à l'époque. Les années 50, c'est son enfance. Il se réfère par pure nostalgie fantasmée à un âge d'or de l'immédiate après-guerre, celle des USA triomphant, du plan Marshall, de l'arrivée de la société de consommation, du modèle Pleasantville, pavillon, voiture, confort moderne, pour l'honnête travailleur et... La maîtresse de maison, la ménagère... Bref, il pense comme dans les pubs de Fallout. D'où le fait qu'il se considère toujours dans son bon droit, malgré ses actes de plus en plus délictueux. Son droit de citoyen, son droit de contribuable. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. Certes, il saccage un commerce et il décide des prix auxquels il a le droit, mais... C'est pas moi le voleur. C'est pas moi qui demande 85 cents pour une connerie de coca. C'est vous le voleur. Tiens, tenez ça. Je gèle les prix au niveau de 1965. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, on comprend bien que là, dans les années 90, c'est finito les 30 glorieuses et que les prix ont dû bien grimper depuis les années 60. Ce qu'il met en rogne là, c'est globalement un problème généralisé de coût de la vie. Mais pourquoi 65? C'est vachement précis 65. Et c'est pas explicité, mais c'est l'année notamment d'une réforme des quotas d'immigration qui visait tout spécialement les Asiatiques. Et ouais, on le sait peu parce que les USA, terre d'immigration, hein, c'est vraiment là-dessus que s'est construit le pays, à part si t'es carrément un natif. Mais au début du XXe siècle, il y a eu les premières lois qui visaient spécifiquement un groupe d'immigrés. D'abord les Chinois et puis les Asiatiques en général. C'est probablement à ça qui fait référence, mais ça a aucun rapport avec cette augmentation affolante du coût de la vie, qui, non, je vous l'apprends peut-être, mais n'est pas due au fait que des épiciers coréens ont eu un peu la main lourde sur l'étiquetage. Surtout que les Coréens, c'est même pas 3% de la population de Los Angeles, alors que c'est la ville des USA où ils sont le plus implantés. Et puis, enfin, vous comprenez bien que depuis le milieu des années 60, il y a surtout eu des récessions, des changements de politique monétaire, des crises économiques comme celle du pétrole, et le monde nouveau dans lequel vit maintenant Bill à son grand dam, il vient plutôt du début des années 80. Pour moi, même si le film aborde des problématiques compliquées de la vie urbaine, au fond, il parle d'une chose basique. Le personnage principal représente les anciennes structures de pouvoir américaines qui sont devenues archaïques et perdues pour toujours. En ce sens, j'imagine qu'on pourrait dire de Defense qu'il est comme Los Angeles. Pour l'un comme pour l'autre, c'est un moment où tu t'adaptes, où tu meurs. C'est de ça dont parle le film. Ce fut un plaisir de fréquenter votre établissement. Ici, Bill passe malencontreusement par le territoire d'un gang qui vient lui chercher des noises. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Rien. Si, tu fais. Violation des propriétés privées. Je vous apprends rien, à Los Angeles, il y a des gangs, assez violents même, et notamment, vous connaissez le folklore, des gangs latinos. Je vais te faire la lecture. Il y a écrit propriété privée, tête de nœud. Défense d'entrée aux enfoirés. Il y a écrit tout ça? Oui. Si c'était dans notre langue d'enfoiré, peut-être que l'enfoiré comprendrait. D'habitude, Bill se serait peut-être contenté de râler devant Fox News qui n'existait pas à l'époque, comme la dite majorité silencieuse, qui est ni la majorité comme on l'a montré, ni silencieuse comme on le constate au quotidien. Mais là, on le rappelle, il a vrillé, il en a plus rien à foutre, donc il se laisse pas faire. File-nous ta mallette, mec. Non, pas question que je vous file ma mallette. Putain d'enfoiré, tu vas nous filer ta putain de mallette! Vous voulez ma mallette? Ça va, je vais vous la donner, prenez ma mallette. Tenez, vous la voulez ma mallette? La voilà! Le monsieur tout le monde, l'honnête citoyen qui en a marre et qui va relever la tête, y compris de façon violente face à l'insécurité, c'est un très grand classique du cinéma. On comprend bien le fantasme que ça représente pour le spectateur et le côté décalé de voir la figure du bon citoyen sans histoire qui rivalise soudain de violence avec les plus violents des violents. Et la figure du criminel fournit typiquement un parfait punching ball cathartique pour le déchaînement de sa violence, puisque, par définition, le criminel, il fait du crime, ce que la société a acté comme étant des trucs qu'il faut pas faire. Et dans ces films-là, comme dans les sous-genres comme le film de vengeance ou le Rape and Revenge, les débordements de violence du protagoniste seront d'autant plus justifiés que les criminels sont présentés comme barbares et inhumains. C'est un fantasme de pouvoir assez basique qui marche très bien dans les œuvres de divertissement où le spectateur moyen s'identifie à l'homme ordinaire qui, contrairement à lui et en quelque sorte à sa place, va laisser libre cours à ses envies de violence.
Cette scène reprend totalement ce type de poncif, avec cette espèce de sadisme permis par ces situations, et avec les punchlines qui vont bien. Putain, non, mec. Non. Non, non, non. Non, fais pas ça, merde. Va te faire foutre. C'est le métier qui rentre. Nouveau cap franchi tout de même, Bill commet un acte de violence volontaire envers un autre être humain, qui plus est avec arme à feu et qui plus est relativement gratuit, puisqu'à ce stade, les types sont neutralisés. Mais bon, ils l'ont bien cherché, et c'est donc à partir de cette scène qu'il va disposer d'un arsenal, ce qui fait grimper d'un coup sa dangerosité. Cependant, le fait que le film ne devient pas pour autant un film d'autodéfense n'est pas anodin. Bill n'en vient pas au niveau de dinguerie d'un Bronson dans Le Justicier braque les dealers. Ce genre cinématographique reprend volontiers des éléments du film de Pétage de plomb, avec son homme ordinaire qui sombre dans la violence. Ces derniers y rentrent en guerre non contre la société, mais contre le crime, l'insécurité. Ils vont chercher à nettoyer le coin au Karcher. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voire plus spécifiquement se venger d'un gang ou d'un méchant en particulier qui leur aura causé du tort. Alors que Bill, lui, comme d'hab, juste, il passait par là. Il réagit à quelque chose qui le fout en rogne parce qu'il le croit sur sa route, avant de la reprendre. Il se refuse même à tuer ses assaillants quand il le pourrait et qu'il a ce prétexte d'autodéfense, qui est très fort dans l'imaginaire américain et qui est la norme dans un Vigilant movie. Pas de vendetta, il ne va pas chercher à affronter ce type de problème à nouveau. De manière générale, Bill ne cherche pas à s'en prendre à un problème, encore moins à les résoudre. Il réagit juste de manière excessive à ce qu'il rencontre, il ne développera jamais d'autre objectif que « Je veux rentrer chez moi !» Tout ce qui change à chaque problème, c'est son niveau de pétage de plomb et le danger qu'il représente lui. Il faut bien se rappeler d'un truc. Les films d'autodéfense arrivent à la mode dans les années 70, en réaction notamment à une grosse vague de violence urbaine et portée par un cinoche d'autant plus vénère avec la levée progressive de censure comme le code Hays. L'aspect transgressif et ambigu des Taxi Driver et autres Joe, qui sont clairement des références de chute libre, laisse la place au premier degré bas du front dans les grandes années des actionneurs dits réganiens, c'est-à-dire dans les années 80. Bon, bah là, on est en 92 et tout ça commence à être sur la fin, voire carrément ringard. Si en 74, un film comme Death Wish, ce fameux justicier dans la ville, est un véritable phénomène culturel, la série périclite d'année en année, d'opus en opus, devenant une caricature d'elle-même, un truc un peu marrant mais carrément rincé, voire nanardesque, d'un temps révolu qui remplit les bacs VHS faute de remplir les salles. Chute libre n'est pas tant le baroud d'honneur de cette tendance que le produit d'une Amérique en train de passer à autre chose, là encore dans les balbutiements d'un monde post-30 glorieuse et post-guerre froide. The picture, although is very current and prevalent now, really had the anger and the hostility from the Bush time. And I was kind of concerned that with this era of a new feeling and optimism, people might feel out of sync. But what's happening is that reality is setting in, and the reaction from the picture has been so strong. Tournant marqué aussi par la conversion des partis traditionnels dits de gauche un peu partout à l'économie de marché, au libéralisme et aux bienfaits de la mondialisation dont on n'a pas encore mesuré les dégâts, et incarné là-bas par l'arrivée d'un autre Bill, celui-là même qui mettra fin à une douzaine d'années d'un règne conservateur rythmé par la tendance qu'on vient d'évoquer. Donc là encore, vous voyez comment notre protagoniste est construit comme un avatar d'un passé révolu. Le gang lui-même, épouvantail terrible de décennies de panique sécuritaire, est ici tourné en ridicule. Alors il reste tout à fait violent et plutôt dangereux, hein, c'est un gang quoi, mais ils se font bolos 1v4 par un Berthier de la Cogip. Oh, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, hein? Il t'a menacé avec ses cartes de crédit. Cerise sur le ghetto, ils s'autoniquent comme des débiles. Faut jamais oublier que Chute libre assume une dimension comique, hein, ou tragicomique si vous voulez, même si on reviendra sur ce terme. Le changement d'atmosphère culturelle se ressent aussi sur un autre point. Dans le film d'autodéfense classique, quand bien même il questionne jusqu'où va son personnage, ce que ça fait de lui, etc., l'anti-héros restait un genre de héros courageux qui se dresse contre le mal, seulement un peu sombre, à la morale ambiguë et aux méthodes discutables. Alors que Bill, c'est un peu un connard. Il est pas du tout en maîtrise de ce qu'il fait. Il a pas tant pris son courage à deux mains qu'il n'a craqué. C'est franchement pas un type très positif, et bon, jusque-là, peut-être volontairement, j'ai omis de parler d'une autre dimension du film. Je rentre à la maison. Non, tu ne viens pas ici. Si on suit majoritairement la trajectoire de Bill, on a également d'autres intrigues parallèles avec d'autres points de vue. Et notamment ce chez lui qui représente son objectif n'est pas exactement
chez lui. En tout cas, selon les autorités. Votre mari est frappé d'une interdiction judiciaire? Cette femme qu'il veut retrouver est son ex-femme, ainsi que leur fille dont il n'a pas la garde. Non, toi, écoute-moi, la maison est à moi maintenant. Je paie le loyer. Toi, tu ne paies même pas la pension alimentaire. Tu vas pas venir quand ça te chante. Il faut que je rentre à la maison. En fait, ce qu'il cherche à rejoindre, c'est pas le foyer modèle américain vendu par des Mad Men, ou alors dans sa version détruite. Sur ce point, autant dire que le film est très clair quand il abandonne le point de vue de Bill pour celui d'Elizabeth. Il vous a frappé? Et il a failli. Il a failli? Bill incarne l'archétype du père divorcé qui comprend pas où ça a merdé, qui tient absolument, et sans doute sincèrement, à défendre là encore ce qu'il croit être son dû. Ses droits de père, ses droits de mari, et mon fils ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, malgré un passé d'abus reconnu par la justice. Le genre, vous voyez, à grimper en haut d'une grue et qu'après on apprend qu'il tapait des gens qu'il dit aimer, vous voyez le délire. À travers ces séquences, plus encore que par celles où son comportement peut revêtir un aspect un peu marrant, un peu jouissif, il est très clairement rappelé que le craquage de Bill a commencé bien avant les embouteillages. Que c'est un type malade, potentiellement violent et tout à fait dangereux. Mais il a une propension à la violence. Oui, ça je crois qu'on peut le dire. Donc cette petite fièvre de glorieuse autodéfense, eh ben ça se produit pas à n'importe quel moment. Pas juste parce que le gang de gros teubés a essayé de le trucider en mettant tout le monde en danger au passage, donc oui, un peu bien fait pour leur gueule. Non, ça se produit conjointement à ça. Tu sais que tu n'as pas le droit de venir. Il faut que je te voie. Ce coup-ci, c'est le tour d'un SDF relou qui vient lui prendre la tête. Salut, comment ça va la vie? Je vais très bien. Et vous? Ça pourrait pas être pire. Vous m'envoyez navré. Bon, là, le gars est blanc et il a même pas d'accent, donc il va s'énerver sur autre chose. Oh allez, merde, donne-moi quelque chose. Je vous donne un conseil, cherchez du travail. Alors, cette scène, c'est un bon exemple du fait qu'on peut pas juste défendre le film à base de oui, mais il montre que c'est clairement un méchant connard, donc ça va. Faut aussi tenir compte de la façon de dépeindre le SDF, par exemple, qui est vraiment dans le stigmate. Il est dégueu, il est casse-couille, et en plus, il est malhonnête. J'étais au Vietnam, mec. Vous étiez quoi, le petit tambour? Vous deviez avoir 10 ans. Je veux dire le golf. Et il se permet de le traiter de privilégié alors que lui-même est en souffrance. Mais pourtant, Schumacher, on l'a vu, du fait de son vécu, il est en empathie normalement avec les pauvres, avec les marginaux, avec les junkies, avec ce que vous voulez. C'est typiquement un gars qui colle à la culture fin 60-70 alors qu'il a l'âge du personnage, si ce n'est plus. Mais on doit prendre la scène pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est tout à fait face à la figure du marginal assisté qui se victimise et réclame auprès du bon travailleur honnête et dur à la tâche qui s'en sort pourtant pas. Là encore, Bill va lui tenir tête au lieu de le plaindre ou de lui faire la charité pour s'en débarrasser. Vous voir votre permis de conduire. Ça vous servira à quoi de voir mon permis? Si vous êtes de Santa Barbara, il doit y avoir votre adresse. Mais j'ai pas de permis de conduire. Ah bon, vous venez en voiture de Santa Barbara sans permis? Comme un connard, mais comme beaucoup de gens en fait, soyons honnêtes, aimeraient parfois faire dans ces situations. Voire se privent pas de le faire en fait, parce que c'est toujours plus facile de se comporter comme des connards face à plus vulnérables. Late capitalism and materialism is a common culprit in these movies, along with conservative social systems. It's really sad and ironic that so many boys see these critiques and then switch them around to fit a worldview that blames feminism and progressive movement. The reality is that it's much easier to harass women and minorities than to take on oppressive social systems. And most of these people are just copping out. Je veux pouvoir aller de ma voiture à mon bureau sans avoir à affronter l'image du déclin du monde occidental. Et puis sur radin en plus. Ça fonctionne parce que, évidemment, et même si là c'est caricatural comme tout le reste, tout le monde peut penser à une rencontre avec un forceur agressif un peu azimuté qui vous a pris la tête et a très clairement essayé de vous la faire à l'envers. Alors qu'en plus, vous aussi, vous avez des problèmes. Peut-être vous passiez une mauvaise journée et au boulot c'est compliqué et la petite elle avait une otite. Même si, soyons honnêtes là encore, vous troqueriez pour rien au monde votre vie contre la sienne. Je vous donne un conseil, cherchez du travail. Donc voilà, ça c'est la réaction de Bill à la misère sociale la plus crasse, personne n'est surpris. Misère sociale qui est un élément omniprésent de l'ambiance du film. Elle est littéralement partout où il passe, enfin pas partout comme on va le voir par la suite. C'est la merde, les gens vont mal, tout est
pourrave, les infrastructures, les services publics, tout est pété. Une ambiance qui contribue largement au pétage de plomb de Bill, à sa rage sourde et au décalage avec un passé où le monde, en particulier l'économie, semblait aller mieux. En fait, on croirait volontiers que n'importe qui autour peut péter les plombs. Et personne aime voir ça, personne aime vivre ça, personne aime la misère sociale. Tout le monde voudrait que ça disparaisse en soi, au moins hors de notre champ de vision. Est-ce qu'à ce stade, quelqu'un est surpris que la réaction de Bill soit de s'en prendre aux symptômes qu'il en croise, dans ce cas précis, un miséreux symptôme qui a la particularité d'être quand même un autre être humain, même s'il est parfaitement agaçant. Bon, cette scène, au demeurant, elle est assez peu notable, surtout comparée à celle devenue culte, à l'exception d'un élément important autour de cet iconique attaché case, symbole du salariman besogneux, du col blanc, l'employé de bureau, par opposition au col bleu, qui est l'ouvrier avec son bleu de travail. Qu'est-ce que t'as dans tes sacs d'abord? Donne-moi. Vous avez raison. Tenez. Ah, attends, t'es sérieux là? J'en ai plus besoin. Ah ouais! Salaud! Qu'est-ce qu'il est ingrat ce SDF? Oui, donc il s'attendait à je sais pas quoi dans les affaires de ce gros privilégié, alors qu'il a en fait rien de valeur. Et surtout, avec cet unboxing, vous pouvez déjà anticiper une révélation qui ne viendra que plus tard au sujet de Bill et qui donne une autre dimension à cette scène. Je vous donne un conseil, cherchez du travail. Ah voilà, on y est, la scène culte. La scène qui a donné... Bon, trop tard, désolé monsieur, il est midi, et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Alors même si dans l'original c'est pas un domac, mais l'idée est la même. Encore une fois, Bill a un petit creux, il a de la route, il passe une mauvaise journée, et il voulait juste... Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Alors Bill fait, comme on dit, sa carène. C'est ce monsieur le directeur? Oui, c'est lui. Est-ce que je pourrais lui parler? La carène, si ça vous dit rien, c'est une expression anglo-saxonne qui désigne de façon péjorative et passablement moqueuse un archétype. En général, une femme d'âge mûr et de classe moyenne qui tape des scandales pour de petits privilèges minables, comme si tout lui était dû, en direction de personnes qu'elle lui pense subordonnées, de petits employés, souvent noirs ou asiatiques. Autour de ça se greffe tout un lore de clichés à base d'accoutrements et de pratiques comme le fameux « Je veux voir votre manager ». À noter que cette expression n'a été popularisée qu'à la fin des années 2010, notamment via la viralité de situations de ce type filmées au portable. Celle rendue célèbre par Chute Libre la précède donc largement sous la forme de la carène à main armée. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Ici, comme dans les épisodes précédents, Bill ne démord toujours pas de son illusion d'être dans son droit, ses droits de consommateur. Ça peut paraître con comme ça, mais pour avoir longtemps été moi-même derrière des guichets et des caisses automatiques, je connais ce Bill. Je vous rassure, j'ai jamais été pris littéralement en otage, mais cette situation courante pour nous autres dans ces professions, cette façon de corneriser le petit personnel, de prendre à partie et monopoliser l'attention, se traduit assez bien symboliquement à l'écran dans cette façon exagérée. Et puis, comme apparemment on peut le dire des usagers pris en otage pendant les grèves, je pense que je peux me permettre aussi la comparaison. Monsieur... Où allez-vous? Il a déjà été établi comme un type dangereux au comportement totalement abusif. Mais voyez justement pourquoi ça me satisfait pas de résumer le film à cette lecture. Cette disproportion de la réaction de Bill fait précisément l'aspect culte et l'humour de la scène. On dirait qu'il y a des critiques. Parce que oui, c'est un peu drôle pour le décalage entre la gravité des actes et le fait que Bill veut surtout pas faire de mal aux gens, qu'il est presque embarrassé autant que nous par la situation et par son absence de self-control. La détente est sensible. D'ailleurs, vous noterez que dans la version de Disease, il est vachement plus violent. Et que, incarnant un profil différent, là, c'est plutôt les gens en face de lui qui sont un peu racistes. Si on nommait le petit détail du côté, prise d'otage à main armée, il est pas tellement méchant avec les employés. Si on le voyait buter des gens, là, pour avoir son burger, ça serait pas la même. Parce que n'hésite pas à faire certains films de pétage de plomb encore plus en roue libre. D'autant qu'ici, contrairement à ces autres exemples, le comportement des employés n'est pas fautif. La contrariété, certes tristement banale mais bien réelle, est traitée comme un type de situation dite kafkaïenne, une absurdité bureaucratique dans sa version du capitalisme tardif. Nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Notre règlement est strict.
À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Ce qui pourrait paraître paradoxal, parce que cet arbitraire est traditionnellement associé aux administrations étatiques. Pourtant, comme le savait notre regretté David Graeber, ou quiconque ayant eu affaire au SAV d'un opérateur téléphonique, aux procédures d'un assureur ou à un audit dans sa boîte d'agrafeuse, la bureaucratie est loin d'être l'apanage des dystopies totalitaires ou des administrations publiques. Que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? En définitive et en dernière analyse, ce n'est pas les employés ni même les Bill/Karen qui génèrent ce type de situation. C'est le lieu, l'entreprise. C'est elle qui crée les conditions pour ce type d'interaction dont chaque personne impliquée se passerait bien. Une entité abstraite à laquelle Karen ne s'en prendra jamais, tout en se vivant comme une Jean Mouline des guichets en clamant son droit d'être pigeonné auprès d'un soldat envoyé en première ligne, contraint par cette même entité à supporter ses lubies au lieu de lui en coller une. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Si le client est roi, ce n'est que parce qu'on lui fournit des serfs auprès de qui l'être. Et si le client est roi de droit divin, alors l'entreprise est Dieu. La source de la contrariété de Bill est abstraite, surplombante et intouchable. Il ne peut s'en remettre qu'aux personnes qu'il a concrètement sous la main, qui en sont pourtant victimes bien plus encore que lui, et remonter au max la chaîne des responsabilités à un contremaître lui-même payé à peine mieux pour tenir tout le monde dans le rang, ce qui est précisément ce pourquoi les entreprises sont foutues comme ça. Là où la disproportion est criante, c'est que entre ce client qui a pas pile le burger qu'il voulait et l'employé qui en vend toute la journée à des gens comme lui sous la tyrannie d'un petit manager, lequel, à votre avis, remplit le plus de conditions pour péter les plombs? The manager. He hates me because I can't walk. He talks about me with that girl all the time. They talk about how lazy I am. Well, you know what? I'm not lazy. The only reason I'm sitting in this chair is because of my leg. I want to quit and I can't because I don't have any money for the doctor bills and insurance and stuff. I'm sorry. Pourquoi je dis avoir un problème avec les visions que je retrouve partout et à mon grand dame aussi chez des gens plutôt de mon côté de la force, qui se résument à dans une œuvre, si c'est un gentil qui le dit ou le fait, alors c'est que l'œuvre approuve, et si c'est un méchant qui le dit ou le fait, alors c'est que l'œuvre condamne. Sauf que, les copains, on n'a plus 8 ans, non? Car oui, Bill est montré comme un connard dangereux, très clairement. Oui, ses actes ne sont pas cautionnés, sont montrés comme au mieux excessifs, au pire totalement craignos, et oui, ne pas le voir, c'est passer complètement à côté du film. Mais qu'on condamne cette approche ou non, ne pas voir que son pétage de plomb a quelque chose de parfois un peu marrant, jouissif et cathartique, rendu possible parce que il se comporte comme ça, c'est aussi passer à côté du film. Michael takes one route, which all of us maybe have fantasized about. You know, it would be great to walk out of your car in a traffic jam, and maybe it would be great if you don't get your hamburger your way to pull a gun out, and maybe it would be great to feel like a vigilante and right some wrongs as you walk through a city, but in the long run, if we all did that, that would be the end of our civilization. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Sinon, pourquoi vous croyez que ça a été autant repris, y compris par des gars comme This Is? Il a pas compris le film, This Is? En fait, moi, j'aimais beaucoup regarder donc des films, et ce film-là, il m'avait marqué. Enfin, dès que je l'ai vu, j'ai pété un plomb, justement. Parce que j'aimais bien ce personnage qui déjante complètement. Je sais pas, ça avait provoqué en moi un truc qui, je me suis dit, tiens, je me retrouve dans ce personnage-là. Prenez le burger. Tournez-vous, regardez. Vous voyez? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là, vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée? C'est vraiment une remarque basique de chez basique, hein. Il révèle pas une vérité cachée super profonde qui remet en cause vos certitudes. Il dit même un truc que tout le monde sait. Mais c'est précisément là où repose le kiff. Il en a marre de pas le dire. Il dit très littéralement et très tristement, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Même les clients, même les employés. Là où ça devient épineux et intéressant, c'est ce que l'œuvre met dans ce que tout le monde pense tout bas, et comment ça va être traité. Ici, Bill casse les règles de ce jeu. D'une certaine façon, ils se montrent un peu de leur côté, et la situation installe paradoxalement une forme de complicité. Sheila, servez monsieur. Rick, vous pourriez me servir, s'il vous plaît? Et j'adore le fait que le manager, il est pas foutu de préparer une commande et les employés doivent l'aider. Non, vraiment, ça me touche particulièrement, ça aussi. Pour aller plus loin, là, on touche du doigt les raisons de la popularité de ce que certains appellent les edgelord movies. Le edgelord, ça va être en gros un personnage à la personnalité forte, provocateur, quitte à toujours être très limite, qui va faire fi des conventions sociales pour pointer l'éléphant dans la pièce, relever des hypocrisies, etc. Le cliché, hein, c'est le Joker de Nolan, hein, qui a donné toutes les vannes sur les ados insupportables d'internet. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger,
will get shot. Nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well, then everyone loses their minds. Au fond, le edgelord, c'est le petit con, le merdeux, une espèce de connard plus ou moins magnifique, plus ou moins pathétique selon le point de vue. Enfin, dans les fictions, hein, parce qu'en vrai, ça se résume souvent aux pires engences d'internet ou IRL, aux gens qui disent des trucs genre oh là là, moi je suis quelqu'un d'entier, hein, le franc-parler, on m'aime ou on m'aime pas, avec moi ça passe ou ça casse, en tout cas je laisse pas les gens indifférents, hein, faut me prendre comme je suis. Ceux dont les amis disent justement ah, c'est un personnage, affirmation qui signifie 90% du temps que c'est un gros connard. Faut dire que ça, c'est une position qui comporte une certaine facilité, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir soi-même une vision du monde ou des principes. Il suffit de critiquer ceux des autres et leur chercher la moindre inconsistance. Dans la fiction, par contre, ça va surtout venir de personnages, en tout cas quand c'est bien fait, qui sont un peu inadaptés socialement, qui ont des relations dysfonctionnelles et que ça rend très malheureux. Mais à qui ça va donner un certain magnétisme parce que ça leur permet de dire les termes. D'où la fameuse popularité de personnages de connards, hein, comme Dr House, comme Rick, comme Taylor Durden ou comme un Walter White. Et donc des protagonistes de films de pétage de plomb. D'ailleurs, quelque part, Breaking Bad, qui veut littéralement dire mal tourné, on pourrait considérer ça comme une série de pétage de plomb d'un homme ordinaire qui utilise un peu les mêmes ressorts et notamment l'aspect engrenage, point de non-retour. Alors oui, comme on le sait, ces edgelords invitent à une identification assez puérile et premier degré par des types qui se croient à tort tout aussi malins et pertinents que ces figures, alors que pourtant ce qu'ils partagent le plus avec elles est rarement tant leur intelligence que leur solitude, leur inadaptation sociale et leur égocentrisme. Chute Libre est vraiment un maître étalon du edgelord movie, tout à fait apte à attirer ce genre de sympathie, et pourtant, par rapport à cet archétype, Bill est dépourvu de cette forme de génie, le côté brillant de ses personnages. En un sens, il est l'inverse. C'est pas un type qui ne comprend que trop bien le monde qui l'entoure, non. Le problème de Bill, c'est qu'il ne comprend rien au monde qui l'entoure. En tant que Joker, on est moins sur celui de Nolan que celui de Todd Phillips, lui-même un film de pétage de plomb, souvent comparé à d'autres films de pétage de plomb comme La Valse des Pantins et Taxi Driver, mais dont Chute Libre pourrait être vu comme un des prototypes. D'autant plus qu'il fonctionne sur l'affirmation on ne peut plus clair que c'est un méchant. Dans un cas, en reprenant l'un des plus emblématiques méchants de la pop culture, et dans l'autre... C'est moi le méchant ? Méchant qui va néanmoins être le protagoniste, qui est un méchant et une victime, qui est même un méchant parce que c'est une victime. Donc, si Chute Libre est bien un edgelord movie, c'est un film sur les edgelords. Et on peut pas enlever au film son ambiguïté. On peut ni le condamner d'un bloc en affirmant qu'il cautionne son personnage, ni en sauver les aspects les plus polémiques en disant que c'est bon, c'est clairement le méchant. Ce statut de méchant de Bill, c'est un sujet du film, tout comme son statut de victime est un sujet du film. Et dans ce cas, victime de quoi, en fait, au-delà de société? L'expérience du centre d'appel concentre la phénoménologie politique du capitalisme tardif. L'ennui et la frustration que viennent jovialement ponctuer les relations publiques, la répétition des mêmes détails lassants à de multiples reprises par différents opérateurs mal formés et mal informés. Le sentiment croissant d'une rage qui doit rester impuissante parce qu'elle ne dispose d'aucun objet légitime, puisque, comme on le fait très rapidement comprendre à celui qui appelle, personne n'est au courant et personne ne peut rien faire, même s'il le pouvait. La colère ne peut être qu'affaire de soulagement. C'est une agression dans le vide, dirigée envers quelqu'un qui est une autre victime du système, mais avec qui il n'est pas possible d'établir un nom commun. Tout comme la colère n'a pas d'objet propre, elle n'aura pas d'effet. Avec cette expérience d'un système insensible, impersonnel, dénué de centre, abstrait et fragmenté, on est au plus près d'un face-à-face avec la stupidité artificielle du capital en tant que tel. L'angoisse existentielle du centre d'appel fournit une illustration supplémentaire de la façon dont Kafka est mal compris, tenu exclusivement pour un écrivain du totalitarisme. Une bureaucratie décentralisée est bien plus kafkaïenne qu'une bureaucratie dans laquelle existe une autorité centrale. Alors là, bon, comme décidément il n'y a rien qui va, depuis le début, Bill se trimballe une chaussure trouée. Il pénètre donc dans un magasin de surplus militaire pour se trouver quelque chose de plus adapté à sa petite aventure qui a franchement pris un sacré tournant. Je voudrais des bonnes chaussures de marche. Mais commandons des chaussures de marche. Magasin dont le patron a un profil, disons qu'il s'est trouvé un job qui lui permet de faire vivre ses passions. Détecteur thermique, tir à l'épaule, ça a un boulot, je te dis pas. Tu pulvérises un jumbo jet avec ce suppositoire.
Un profil sulfureux, hein, comme on dirait dans les médias maintenant. Mais au fond, juste un citoyen concerné et vigilant. Un patriote, même si ça dérange. Nous avons des rangers de la guerre du Vietnam, et c'est l'idéal pour piétiner les pédales. Ouais, c'est un gros faf, hein, c'est vraiment un gros faf. Et c'est pas juste qu'il est homophobe. C'est quoi ton problème? Va te faire voir ailleurs. Et si je veux pas? On se calme, ma jolie. Et raciste. Ça fourmille de bamboulas dans tous les coins. Et il molarde dans ta viande si t'es pas sympa. Et sexiste. Désolé de pas pouvoir faire plus, inspectrice. Non, genre, 100 points Godwin, hein, littéralement, c'est un nazi. Tu sais ce qu'il y avait là-dedans? Du Zyklon B. Tu te rappelles? Prenez cette altercation, par exemple. On est gentil. Allez, viens, on s'en va. On va pas se faire chier pour ce connard. Joel Schumacher, le réal, il assume publiquement son homosexualité depuis longtemps. Et même depuis un moment où c'était d'autant plus courageux, hein, y compris dans l'industrie. Donc, bon, c'est pas comme s'il y avait forcément besoin de ça, hein, mais vous imaginez bien que quand c'est ce type qui refuse de faire semblant et tient tête, pendant que Bill, lui, il dit rien, bah, c'est du côté de ce type qu'on est censé être. Fasciste! De même, et oui, je sais, on n'en a pas encore parlé, les gens qui connaissent le film l'auront remarqué à ce stade, mais vous inquiétez pas. De même, cette nana, c'est clairement un personnage positif, une héroïne de cette histoire. Et lui, là, bah, c'est une sombre merde, quoi, un méchant, là encore, sans aucune ambiguïté. Blablabla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. D'ailleurs, c'est très appuyé par une grosse performance très intense et assez terrifiante de Frédéric Forrest, qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, c'est un film très discuté, mais c'est pas un film subtil. Écoute. Il est vide. Si on parle en termes de trajectoire, cette scène, c'est un tournant. Parce que là, contrairement aux scènes précédentes et contrairement aux autres clients de la scène, Bill se retrouve pas de prime abord face à un antagoniste. Le type l'aide très concrètement. Par exemple, à échapper à ce que le public a déjà identifié comme une gentille flic. N'aie pas peur, je vais pas moucharder. Je suis ton ami. Et il veut l'aider encore plus. Pourquoi ? Parce que je suis de ton côté. Et à ce stade, ce type, c'est l'un des deux seuls personnages qui ont perçu cette série d'événements comme étant liés. Ce qui se passe, c'est qu'il a eu vent des exploits de Bill sur la radio de la police, qu'il fait partie de ces gens charmants qui se perfusent aux faits divers et fantasment que quelqu'un d'autre aille y remédier. Sans doute comme une partie de son public, mais à la manière de son esprit tordu, il se projette en Bill, qui jusque-là s'en est pris, sans que le type connaisse le détail des circonstances, à un commerce coréen, à un gang latino, et à un fast-food. Je suis au courant pour le Whammy Burger. Oh la vache, t'es un chef! C'est plein de nègres là-dedans. Et oui, les vrais racistes, eux, ils peuvent être racistes quelles que soient les circonstances réelles. Le fait qu'un personnage comme Bill, quand bien même il n'agit pas en suivant une idéologie conscientisée, puisse être compris et récupéré par l'extrême droite, c'est intégré. C'est dedans le film. Et quand il comprend ça, parce que ça non plus, il avait pas du tout vu venir, Bill refuse cette récupération. Mais tu vois pas qu'on est pareil. Nous n'avons rien en commun. Bill serait donc fâché, mais pas facho. En fait, on peut voir cette scène de plusieurs façons. Une chose certaine, c'est que du point de vue divertissement, elle amène une tension assez noire, violente et anxiogène. Des scènes me baiser. Je suis pas d'accord avec vous, c'est tout. Le danger représenté par la figure de l'ordure nazie, assez unanimement détesté, hein, c'était le bon temps, c'est un punching ball classique du cinéma. Et ça fait que pas grand monde va le pleurer, tout en fournissant un prétexte à l'escalade de Bill. Une étape tout particulièrement définitive, son premier homicide de sang-froid. Ça fait du bien, non, d'exercer ses droits civiques. J'ai passé le point de non-retour, Beth. Dans un voyage, c'est le moment où ça devient plus long de revenir à la case départ que de continuer jusqu'au bout. Tu te souviens de ces astronautes qui ont eu des ennuis? Ils étaient en route pour la Lune, il y a un machin qui s'est détraqué, je sais plus, quelqu'un s'était planté, et il fallait les ramener sur Terre. Mais ils avaient passé le point de non-retour. Alors, ils ont dû faire le tour de la Lune avant de rentrer. Et on a perdu le contact avec eux pendant des heures. Et ça, c'est moi. Je suis sur la face cachée de la Lune. J'ai perdu le contact. Et tout le monde va être obligé d'attendre que je me pointe.
Par contre, d'un point de vue thématique, est-ce que c'est pas une façon un peu facile de dédouaner Bill d'idéologie mortifère extrême juste en le faisant refuser sa plus caricaturale incarnation? Most of the audience did not get this. In fact, the biggest issue with racism in this country is that people don't really understand that being racist doesn't mean you own a Nazi flag and fly it in the back of your army military store. Un peu un genre de fenêtre d'Overton, quoi. On rend Bill acceptable en montrant un mec bien pire que lui. Ou alors, est-ce que c'est une façon de provoquer une prise de conscience chez Bill qu'il a quand même pas mal de points communs avec ces types? Au moins qu'il s'attire par son comportement des sympathies qui le mettent lui-même mal à l'aise et dont il n'avait, comme du reste, pas conscience. J'ai pas une réponse définitive à ça, mais ce qui est sûr, c'est que Bill ne se vit pas comme un facho. Ça colle pas avec la doxa de bon américain modèle à laquelle il s'agrippe comme une moule à son rocher. En Amérique, on a la liberté d'expression, le droit de ne pas être d'accord. Alors, ça peut paraître paradoxal pour un personnage qu'on définit volontiers comme réac et comme porte-parole d'une idéologie d'une époque précise, mais Bill a quelque chose de très dépolitisé, dans sa façon d'être très vaguement en colère contre le monde et de s'en référer à des valeurs qui sont juste un gloubi-boulga suranné et naïf de les valeurs mainstream d'il y a 40 ans. Mais paradoxal, ça l'est pas tant que ça, parce que dépolitisé, ça veut pas dire pas politique, puisque ces valeurs aussi dominantes, mainstream, de bon sens qu'elles aient pu être, elles restent situées. Le fait qu'il soit perpétuellement dans une posture de réaction au monde, à des situations, à des changements, qu'il ne cherche pas à imaginer ou à agir pour un monde meilleur, mais qu'au contraire, il se réfère en permanence au fantasme d'un monde passé, sur lequel il ne fait que chougner. Ça, c'est intéressant sur ce que c'est que être réac. Une vision déploratoire, doloriste de l'histoire, non pas l'émancipation humaine vers des valeurs universelles, mais au contraire un repli d'une délectation morose vers le c'était mieux avant, etc. Je gèle les prix au niveau de 1965. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des traumatismes sociaux massifs. On parlait de la mondialisation, la désindustrialisation, et il y a un besoin de se recroqueviller vers quelque chose qui aurait été fantasmé, totalement fantasmé, qui aurait été mieux avant. Pas comme un choix conscient parmi une offre politique, mais plutôt un univers mental. La seule façon qu'il a trouvé de comprendre ce qui lui arrive, de redonner du sens à un monde qu'il ne comprend plus, d'exprimer son ressentiment diffus, ses angoisses existentielles, et comme on va le voir plus tard, sa condition matérielle. Et donc, comment un profil comme Bill peut être récupéré par ces idéologies d'extrême droite qui abondent dans ce sens, lui donnerait une doctrine, une vision du monde, un sens à sa radicalisation. Comment l'engrais d'idéologies réactionnaires et mortifères peut transformer ce terreau en passage à l'acte. Le racisme, la haine des femmes, des LGBT et les fanatismes religieux, la haine de l'autre en général, un cocktail qu'on ne connaît que trop bien. You've got this ad hoc movement frothing young men into a militant fervor, and then just leaving them to stew in their own hate. Should we really be surprised at how many commit mass shootings? This is a machine for producing lone wolves. Mais pas Bill. Bill, lui, il se rapproche plus de tueurs solitaires perdus qui, sans grille de lecture consciente pour le justifier, sombrent pourtant dans le pire et, faute de cible toute désignée, s'en prend à tout ce qui l'entoure. Tu savais que dans certains coins de l'Amérique du Sud, c'est encore tout à fait légal de tuer sa femme si elle vous manque de respect? La police est là. Ben passe-le-moi alors. Quand on vous dit qu'il s'agit d'une tragédie ou une tragicomédie dont le protagoniste est iconisé, ça n'a rien de contradictoire. Iconiser n'est pas glorifié. Ce à quoi on assiste là, c'est bien une trajectoire. C'est celle d'un naufrage, un engrenage, une tragédie au sens où ça ne peut que mal finir, d'une manière ou d'une autre. Bill, c'est pas le gentil, et c'est même de plus en plus le méchant. C'est moi le méchant? Les figures tragiques, elles sont iconisées en général. Et les méchants aussi, parfois plus que les héros. Et ça veut pas dire que c'est neutre, juste que c'est pas la même chose. Quand, par exemple, des gens affirment que d'autres qui fantasment sur Scarface n'ont pas compris le film, comme s'ils avaient pas perçu l'aspect terrible, sombre et tragique de la figure, pourtant explicite. Mais Scarface, il est iconisé justement dans le film. Tu sais ce que c'est le capitalisme? C'est enculer les gens. Est-ce que d'une certaine façon, ils l'ont pas encore mieux perçu dans leur fort intérieur, au point de fantasmer cet aspect iconique, y compris pour ces aspects terribles, sombres et tragiques? Donc, point de non-retour franchi. Bill en a vraiment plus rien à foutre, Bill est vraiment dangereux, et il croise, encore une fois, ses foutus travaux, saccage Los Angeles, Hidalgo, démission. Dégage! Enlève ta caisse de là et casse-toi, mémé! Et bouge le cul pour...
Bill est peut-être pas facho, mais il est vraiment fâché, et en plus, maintenant, il a un lance-roquette. Le Angry White Male, littéralement l'homme blanc en colère, c'est un concept théorisé tout pile au début des années 90, au moment où le film se faisait. Il s'agit surtout d'une catégorie électorale, et comme toute catégorie sociologique, il n'a vocation ni à essentialiser qui que ce soit, ni à généraliser quoi que ce soit. Elle décrit une tendance qui n'a eu de cesse de se confirmer depuis, et qu'on peut pas mal quantifier via le vote. Comme son nom l'indique, elle désigne des hommes blancs en colère. Pourquoi des hommes? Pourquoi blancs? Et surtout, en colère contre quoi? You know, what's happened for a lot of people now is that we're angry, and we don't know who to be angry at. Au contraire, d'autres gens en colère, précisément pas contre les choses qui les concernent par définition pas, comme le racisme, le sexisme, ou si vous voulez l'homophobie, etc. Même si, bon, leur orientation sexuelle n'est pas précisée, mais en gros, c'est Bill. Ce distinguo fait d'autant plus sens rapporté à l'époque que Bill et compagnie vivent comme leur âge d'or perdu, puisque aux États-Unis tout particulièrement, par exemple, les femmes, elles n'avaient pas les mêmes droits et le même accès à l'emploi, en dehors du travail domestique. La ségrégation pure et simple avait encore cours, et l'homosexualité était tout bonnement illégale. Son ressentiment à lui s'exprime plutôt dans ce qu'on aime bien appeler le sentiment de déclassement, au sens où, pour vivre le déclassement, il faut d'abord pouvoir être déclassé. Ce sentiment, il peut donc à la fois venir d'une dégradation économique concrète vis-à-vis de la situation des 30 Glorieuses, et à la fois en comparaison de la position vis-à-vis d'autres catégories. I came home like I always do, and I went in the front door, and I took off my coat, and I put down my briefcase, and I said, "Honey, I'm home." Only there was no one there. No wife. No lights. No dinner. No dinner? Bill n'est pas au plus bas de l'échelle sociale et surtout n'envisage pas de l'être. On l'a dit, c'est un col blanc, c'est loin d'être un marginal ou même un précaire. Il est même pas en bas de l'échelle économique puisqu'il correspond à l'image de ce qu'on appelle trop vaguement les classes moyennes. C'est même classe moyenne que nous vendait le modèle d'après-guerre via des salaires corrects, le confort moderne et l'accès à la propriété. Dans ce grand pays existe par exemple l'expression courante white trash pour désigner, vous savez, les types à moustache et mulets façon My Name is Earl qui vivent dans des caravanes et qui se traduirait improprement en français par cassos ou beauf, mais qui comporte une dimension explicitement liée à la couleur de peau, puisqu'il s'agit ici exclusivement de blancs, avec un niveau de vie qui paraîtrait attendu là-bas pour des noirs ou d'autres catégories marginalisées, mais pas pour des blancs. La plupart des blancs qui ont grandi dans vos quartiers s'en sont bien tirés, irlandais, italiens, juifs. Aujourd'hui, leurs descendants vivent dans des villas chics, conduisent de chouettes bagnoles et sortent avec de jolies filles que vous rêveriez d'épouser. Votre père à chacun, ou votre grand-père, vivait ici peinard, buvait des coups, engrossait la petite du quartier, celle qui vous a mis dans ce bas monde. Vous, la lignée des Blancs qui ne ferait jamais rien de votre vie. Bill a perdu, ou est en voie de perdre quelque chose qui semblait être dû aux gens comme lui. Bill a, par conséquent, et à juste titre, les boules. Et comme il comprend pas où ça a merdé, alors qu'on lui avait juré leur grand Dieu que ça allait rouler pour lui, il s'en prend, à moins juste titre, à tous ceux qui passent à sa portée. Puisque Bill est désormais moins surclassé qu'avant par rapport à d'autres catégories, il a l'impression de perdre à leur profit le peu qui lui restait. Du coup, Bill, il est perdu, et Bill, il est en colère. Where's my dinner? Le Angry White Male, c'est pas juste une catégorie, c'est avant tout une cible électorale, puisqu'elle regroupe des gens mûrs pour les politiciens conservateurs qui, là encore par définition, convoquent un âge d'or fantasmé et qui ont tout intérêt à ce que leurs ressentiments se traduisent par la dégradation des conditions de vie d'autres plutôt qu'en l'amélioration de la leur et, pire encore, l'amélioration de celle de tous, en jouant à fond sur l'aspect culturel et identitaire de ces griefs. It's gonna be fine, George. You're with us now. Pour reprendre un autre terme électoral à la mode là-bas, c'est la identity politique, la politique de l'identité absolue. But if George here doesn't get his dinner, any one of us could be next. It could be you, Gus. Or you, Roy. This isn't some little virus that'll clear up on its own. It's a question of values. It's a question of whether we want to hold on to those values that made this place great. So, a time has come to make a decision. Are we in this thing alone, or are we in it together? Et
Et ça serait pas étonnant que Bill vote pour les mêmes gens qui ont objectivement dégradé sa situation économique, parce qu'en même temps, ils encensent, sans forcément les pratiquer eux-mêmes, les valeurs refuges de Bill, qui sont tout ce qui lui reste, comme la famille et le confort propriétaire. On peut tout à fait imaginer que Bill y vivrait moins les droits des autres comme la perte de ses quelques privilèges s'il existait un projet concurrent visant à l'amélioration générale des conditions. Mais si ce dernier a disparu, a trahi ou a lâché l'affaire, comme disait Maggie, il n'y a pas d'alternative. Chute libre est aussi saisissant qu'à propos, en cela qu'il met un visage sur une froide statistique et nous met au défi de détourner le regard. Revenons à cette scène encore plus grand guignolesque. Bill menace un malheureux ouvrier du BTP qui se trouve là pour lui faire admettre que ces putains de travaux sont le fruit de politiques totalement pétées. Je veux l'entendre de votre bouche. Qu'est-ce qu'elle a qui va pas, cette route? Elle a rien. Je le savais. Oui, je savais qu'elle avait rien. Alors, encore une fois, ce mec qui le sait très bien, qui fait juste son taf et qui n'est en rien responsable de ça, il l'admet. Parce que c'est le cas. S'ensuit une de ces scènes assez marrantes et absurdes où Bill va encore plus loin. Parce que, évidemment, il a beau avoir la rage, monsieur tout le monde, en général, il sait pas se servir d'un lance-roquette. Ce qui donne lieu à un des rares moments de connivence du film avec des gamins que tout lui oppose, qui pourtant ne le comprennent pas. Eh monsieur, c'est quoi le nom du film? Hein? Ah, le nom du film que vous tournez? Et que lui ne comprend pas non plus. Attention travaux. Bill, c'est pas un terroriste entraîné et drivé par une idéologie. C'est juste un type en colère qui fait n'importe quoi. Et qui met tout le monde en danger. Attention! Oh la vache! Ah alors, on arrive à une de mes scènes préférées. Et le simple fait que ce soit une de mes scènes préférées n'est pas anodin. Vous allez vite comprendre pourquoi. L'azimut brutal de Bill l'amène, à contrario des environnements précédents, dans des endroits où les gens comme lui ne sont pas censés aller. Résultat, au lieu de croiser et de s'en prendre à des gens qu'il côtoie au quotidien, le voilà précisément face à des gens qu'il ne côtoie jamais. Et réciproquement, ce type que eux ne croisent jamais surgit subitement dans leur vie. Sortez tout de suite de mon terrain de golf! Je sors! Balle! D'accord. Et vous voyez quand je dis que c'est vraiment demi-habile de se dire « Ah mais c'est le méchant, t'as pas compris le film ?» Je suis désolé, ce genre de scène, c'est comme le McMorning, c'est iconique. Il devrait y avoir des enfants qui jouent ici. Il devrait y avoir des familles qui pique-niquent. Il devrait y avoir un zoo ou un parc d'attractions. Au lieu de ça, il y a des voitures électriques débiles pour un troupeau de vieillards désœuvrés. Alors, c'est abusé, hein, mais désolé, vous pouvez trouver ça pas cool, trop mauvais esprit, mais vous me ferez pas croire que je suis pas censé trouver ce genre de scène un peu jouissive, un peu cathartique et un peu marrante. À votre place, je serais mort de honte. Alors, noir, hein, comme humour, parce que les conséquences sont quand même assez graves. Vous avez un problème de cœur. Je peux faire quelque chose. Pilule. Et où elles sont, vos pilules? Voiture. Venez! Venez vite! On dirait que c'est pas votre jour de chance. Mais déjà, c'est un film grotesque, quoi, et c'est construit comme ça. Lui, il est pas montré comme un héros, justement, mais comme un type qui a vrillé, qui surréagit de ouf en faisant des choses mauvaises et met dans sa bouche un discours qui est tellement juste, mais qu'aucun héros propre sur lui tiendrait en ces termes. Et eux, ils sont montrés comme d'énormes connards insupportables. Pourquoi on n'aime pas les riches dans ce pays? Parce que vous êtes des saloperies. Et là, j'ai pleinement conscience que un des problèmes du film, et paradoxalement une des raisons de son statut culte, c'est qu'il peut fonctionner, je cite, comme un test de Rorschach qui expose les secrets de ceux qui le regardent. Ce qui va complètement avec cet aspect véhicule faussement universel du monsieur tout le monde. We are no one, we are everyone, we are invisible. We're just normal men. What do you mean, normal men? We're just innocent men. Et ce qui fait que c'est aussi kiffé pour des raisons que je conchis par des gens qui me débectent. Après tout, j'ai écrit, comme vous le savez peut-être, un bouquin qui s'appelle Le Syndrome Magnéto, qui parle justement du fait de trouver que le méchant a au moins un peu raison, alors même qu'il est clairement le méchant. Donc, après ça, je me vois mal refuser à des gens qui me sont très peu sympathiques le droit de se réapproprier des figures sous le prétexte que c'est le méchant, hein, t'as pas compris ou bien. C'est moi le méchant?
Et de même, je comprends que ce soit très critiqué par un gars comme FD Signifier ici, qui a lui-même fait une vidéo super intéressante sur les edgelord movies, et dont je dois quand même préciser en toute honnêteté qu'il déteste le film, alors que sur le fond, on est plus sur la même ligne. So I do know that the movie did have some people that thought it was awful, and it had some people that thought it was really important. If you go and you look at the comment section of any video that talks about this movie in a positive light, there's a lot of people that say this is the greatest movie ever made and that we all feel like this guy sometimes. Yeah, that's kind of fucking scary. I truly don't get how it must feel to look at that character and be truly empathetic. On one end, I do understand like where it comes from. Je maintiendrai juste que le film, si on le prend comme une trajectoire et non un personnage caractérisé de manière monolithique du début à la fin, décrit justement une évolution où tout n'est pas mis sur le même plan, que son prêt-à-penser est parfois clairement moqué. Est-ce que vous savez combien d'argent mon pays a donné à votre pays? Combien? J'en sais rien, mais c'est sûrement énorme, y a pas de doute. Parfois clairement iconisé et parfois un peu des deux. Et je pourrais me planquer derrière le fait que les personnes les plus impliquées, à commencer par Schumacher et Douglas, sont eux-mêmes plutôt des progressistes, mais bon, après tout, on l'a vu, c'est pas vraiment une excuse valable. Et au-delà de ça, en termes d'écriture, mais aussi de cinématographie, tout dans le film n'est pas du tout traité pareil. Et que le personnage lui-même soit dans une sorte de confusion, de décalage pas conscientisé, et c'est même une de ses caractéristiques, c'est un sujet du film. Devriez vous mordre les doigts de n'avoir empêché de passer sur votre parcours de golf. Et maintenant vous allez mourir avec ce chapeau grotesque. Ça fait quel effet? Les grilles sont quand même très très hautes, donc le système de caméra, enfin on voit qu'on est vraiment... c'est vraiment un ghetto doré. Cette fois, Bill débarque dans une villa cossue et, évidemment, se met à engueuler les gens qui chillent à côté de la piscine. Pourquoi vous mettez des barbelés sur les clôtures? Des gens forcément terrifiés, parce que même s'ils les menacent pas explicitement, y a quand même un type énervé qui leur crie dessus les armes à la main sur une propriété privée censément hyper sécurisée. Et pourquoi il les engueule? Vous les riches, c'est comme ça que vous vous amusez? Vous mettez du barbelé sur les clôtures pour que de pauvres gens comme moi se déchirent les mains en essayant d'entrer? Oui voilà, là aussi c'est leur faute si c'est entaillé la main. Puis, dans un deuxième temps, parce qu'il prend conscience de ce luxe autour de lui, ce luxe auquel on lui refuse l'accès, très littéralement là, très physiquement, et dans sa vie en général. Alors comme d'hab, il dirige sa colère sur les gens qui se trouvent là. Sauf que cette fois, il y a un petit twist. Je suis le gardien. On fait un barbecue, c'est tout. Vous n'habitez pas ici? Dès le moment où Bill comprend que ces gens face à lui ne sont que de simples employés qui, comme lui, n'ont pas vraiment le droit d'être là à goûter un peu cet échantillon de confort qui n'est pas le leur, toute animosité envers eux disparaît. Il conserve tout son ressentiment pour les propriétaires des lieux qui sont absents. Des riches invisibles, intouchables, qui profitent de leur vie de riches ailleurs, loin de toute cette merde, laissant négligemment traîner les miettes que des employés pourront ramasser en scred et que Bill ne rencontrera jamais. Vous êtes obligé de leur dire, monsieur? Le dire à qui? À Altmore Security. Vous ne travaillez pas pour Altmore? Ça va même plus loin que ça. Il installe une connivence avec les employés. Enfin, il installe... Il la force, puisque c'est assez visiblement un type dangereux, donc ils ont pas trop le choix. Toujours hors sol et inconscient du mal qu'il est en train de faire. Oh, elle s'est fait mal. Ma chérie, excuse-moi, je ne t'ai pas fait mal. Elle n'a rien. C'est vous qui saignez. Il est même assez choqué et attristé qu'on puisse penser qu'il leur voudrait du mal. Monsieur, emmenez-moi avec vous. Non. Vous croyez que je veux faire du mal à votre famille? J'ai une famille, moi aussi. Nous vous croyons, oui. C'est là que je vais rentrer chez moi, retrouver ma famille. Et c'est vraiment intéressant de voir tout au long de cette trajectoire comment elle croise ou non des connivences. Des connivences discrètes, des connivences qu'il refuse, des connivences de circonstances. Et puis celle-là, ici. C'est la chirurgie esthétique qui a payé tout ça? Il y a des cours par correspondance en chirurgie esthétique? J'ai pas choisi le bon filon. J'ai perdu mon travail. Je vous donne un conseil, cherchez du travail. Enfin, je l'ai pas perdu. C'est lui qui m'a perdu. Et il paraît que je suis suréduqué, sous-qualifié. À moins que ce soit le contraire, j'ai oublié. Je suis obsolète. Je ne suis pas économiquement viable. Il y a un petit interlude entre deux étapes que j'ai mis de côté. Très court, simple, où il se passe pas forcément grand-chose par rapport à la folie ambiante, notamment parce que Bill n'en est pour une fois pas l'acteur, alors que sa trajectoire en croise une autre.
On est juste après la scène du fast-food, juste avant le surplus. Ça a été ma banque pendant 7 ans. Vous savez ce qu'ils m'ont dit quand j'ai demandé un prêt, et pas un gros? Ils m'ont dit que je n'étais pas économiquement viable. On connaît pas le contexte exact, mais voilà, il aperçoit cet autre type pas content qui, lui, le manifeste d'une façon beaucoup plus protestataire, plus pensée aussi, qui reprend les formes de la contestation politique en essayant d'attirer l'attention et le soutien du public, même s'il est tristement seul. Et comment ça s'est passé pour votre prêt? Ils vous l'ont accordé? Il doit être économiquement viable. Et une personne qui ne l'ignore pas complètement, c'est Bill. Et alors que Bill, lui, de son côté, il en est déjà au stade post-prise d'otage, pré-homicide, ce type-là, lui... Voilà ce qui arrive quand on n'est pas économiquement viable. Et ai-je besoin de relever que nos deux types ont un profil de salariman en colère similaire, mais pas tout à fait. Vous pourriez penser que c'est pas du tout réfléchi, ce qui serait assez mal connaître la façon dont on produit un film de ce genre, mais surtout, de fait, le profil général de Bill, ce monsieur tout le monde qui est loin d'être tout le monde, est très concrètement une des raisons pour lesquelles la police n'a pas encore mis la main dessus. Alors, monsieur Lee, commençons par le commencement. De quoi avait-il l'air? Homme blanc, chemise blanche, cravate. Une chemise blanche et une cravate? Je vous ai dit, Louis Cinglé. Bon, allez, qui est-ce qui a descendu tes potes? Je vous l'ai dit. Estoy diciendo la verdad. C'était un blanc merde. Ajoutez à cela que le film lui-même a été rattrapé par la réalité matérielle au moment même où il se faisait. Prévu pour 92, une des raisons de sa sortie décalée en 93, c'est l'arrêt temporaire de son tournage à Los Angeles du fait d'un événement marquant de l'histoire sociale américaine. You are now about to witness the strength of street knowledge. Let us remember that we are not brutalized because we're Baptists. We're not brutalized because we're Methodists. We're not brutalized because we're Muslims. We're not brutalized because we're Catholics. We're brutalized because we are black people in America. The question is, how many slaps in the face can a community take? Does that make you nervous when you see people driving by who are of another color? Yeah. They had to put a metal plate behind your right eye. Why? So the right eye didn't slip back into your brain. Here we go again. L'acquittement de policiers ayant tabassé Rodney King lors de son arrestation filmée avait embrasé la poudrière sociale qu'était le Los Angeles de 92. Un schéma qui devrait vous être familier dorénavant. C'est un message désastreux, c'est un message qui veut dire allez-y, vous pouvez frapper un homme à terre et lui faire cracher ses tripes. Et vous pouvez le faire, parce que si c'est pas enregistré, vous n'en faites pas. Aucun collègue policier ne vous dénoncera. Et si un collègue policier vous dénonce, vous en faites pas, on prendra un jury de blanc, on fera ce qu'il faudra, mais vous vous en tirerez. Je suis certain que mon client aurait été un excellent témoin. Il voulait témoigner, et ils ont décidé de lui... Quoi, ils ont même pas laissé témoigner le frère? L'ampleur de l'événement est en revanche tout à fait notable, désormais retenu comme un des épisodes d'émeutes les plus violents de l'histoire du pays et un cas d'école d'incapacité à la désescalade dans le maintien de l'ordre, entraînant la démission du chef de la police. 63 personnes y ont perdu la vie, plus de 2000 furent blessés, 12 000 arrêtés et les dommages causés estimés à $1 bon milliard. We knew that them officers was gonna go to jail. You done beat that man down, they done caught you on television, they done got you on everything. And when they let him go, I mean, it was like... What's the big deal? We've always done this. Si le sentiment d'injustice face à l'impunité du passage à tabac de Rodney King fut l'étincelle, ces émeutes furent comme toujours le point culminant de tensions sociales depuis longtemps présentes, dont des tensions intercommunautaires, notamment entre les commerçants coréens et les jeunes afro-américains, qui avaient elles aussi escaladé après qu'une jeune fille de 15 ans, Latasha Harlins, fut abattue d'une balle derrière la tête par une épicière d'origine coréenne qui la soupçonnait de vouloir voler une brique de jus d'orange, bien que les caméras de surveillance firent admettre à la police elle-même que la jeune fille avait déjà l'argent en main, mais bon, on n'en était déjà plus là. Latisha Harlins a été tuée seulement 13 jours après les violences particulièrement brutales subies par Rodney King. La condamnation à quelques tiges et $500 de dommages et intérêts, dénoncée à l'unanimité en appel, ne fit qu'aggraver ces tensions. And then what happened is... If you or I were found guilty of manslaughter in the state of California, we're probably going to be sentenced to 15 years in prison. That's a typical sentence for that offense. So the jury did their job in Soon Ja-doo. It was the judge, Judge Carlin. She gave Soon Ja-doo 5 years probation for shooting a girl in the back of the head. That's unheard of.
Bien qu'en fait des gens d'un peu toutes les communautés y prirent part, les émeutes de 92 furent le théâtre de violences envers la communauté coréenne, dont les commerces furent particulièrement ciblés au point que nombre d'entre eux s'armèrent pour les défendre. Des tensions tragiques entre différentes communautés, si présentes qu'elles avaient déjà été mises en scène par Spike Lee dans le cultissime Do the Right Thing, sorti 3 ans avant les émeutes. Des années donc avant que ce terreau des émeutes de 92 soit identifié comme tel, ce dernier traitait déjà de cette escalade des tensions entre différents groupes urbains, du racisme intercommunautaire, des incompréhensions et du fond de misère et d'inégalités économiques. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas économiquement viable. Et comme disait Martin Luther King, qui pourtant, comme vous le savez, rejetait l'action violente, et ben tout ça, c'est le langage de ceux qu'on n'entend pas. Le même Martin Luther King qui fut quand même assassiné, ce qui provoqua des émeutes. Cette espèce de pétage de plomb collectif. I kept kind of, rightly or wrongly, Joel, I kept equating it to the LA riots. Uh-huh. How people just went crazy. Couldn't take it anymore. Yes. I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! Alors, si vous pensez vraiment que les gens qui ont fait Chute libre, dont le sujet paraît pourtant très différent, n'avaient pas pleinement conscience de ce contexte avant qu'il leur pète à la gueule, détrompez-vous. There was no joy in watching our city turn against itself. All of the problems which led to the riots had been seen months earlier by our writer and try to do the right thing. Donc, revenons à notre gars qu'on n'écoute pas et qui manifestait pacifiquement. Ne m'oubliez pas. Et Bill ne va pas l'oublier. Je ne suis pas économiquement viable. Cette famille qu'il est en train de terroriser lui rappelle bien sûr ce qu'il a perdu. J'arrive même pas à nourrir ma fille. Toute cette trajectoire l'a amené à ses prises de conscience. Maintenant, il va pouvoir réparer tout ça. Malheureusement, non. On l'a dit, c'est trop tard. Le même Spike Lee qu'on vient tout juste d'évoquer a sorti en 2002 la 25e heure, où Edward Norton profite de ses dernières heures de liberté avant d'aller en prison pour trafic de drogue. Ce film contient une scène de monologue particulièrement marquante, et particulièrement violente, je préfère vous prévenir, hein, tant c'est juste une salve de pure haine indifférenciée. Je vous emmerde tous autant que vous êtes. J'emmerde cette ville et tous ses habitants. Non. J'emmerde les zonards qui font la manche au feu rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'ai rien becté depuis 3 jours. Trouve un boulot, connard. Je vous donne un conseil, cherchez du travail. Une décharge de colère chimiquement pure dans l'Amérique post-11 septembre. J'emmerde les Sikhs et les Pakistanais qui conduisent à fond la caisse des taxis en ruine. Tous des terroristes en puissance. Roulez moins vite, putain! Une diatribe décomplexée de racisme généralisé. J'emmerde les épiciers coréens avec leurs pyramides de fruits au prix du caviar. Non! Hors de prix, ça. 10 ans qu'ils sont là, toujours pas bien comprendre. Vous faites même pas l'effort de parler ma langue? J'emmerde les portoricains entassés à 20 dans leur bagnole, qui cumulent les allocs et qui nous gonflent chaque année avec leur carnaval à la con. Et alors surtout, ne me branchez pas sur les Dominicains, parce que, en comparaison, les portoricains, c'est des dieux. J'emmerde les blagues de Harlem. Ils passent jamais un ballon. Oh la vache, t'es un chef! Et quand ils loupent le panier, ils se retournent en hurlant que tout ça, c'est la faute des Blancs. L'esclavage a été aboli il y a exactement 137 ans. Alors mettez-vous putain de montre à l'heure, nom de Dieu! Mais aussi d'homophobie. J'emmerde les petits mecs de Chelsea avec leurs pectoraux épilés à la cire et leurs biceps gonflés aux hormones, qui se taillent des pipes dans les allées de mes parcs ou sur mes quais, et que je retrouve la nuit la queue à l'air dans ma télé! J'ai tort ou j'ai raison? Laisse tomber. Tant qu'à faire d'antisémitisme. J'emmerde les Hassidim avec leurs petites calottes noires qui déambulent en permanence sur la 47e rue, dans leurs costards de merde, les épaules couvertes de pellicules. Et en fait, tout un tas d'autres trucs du même tonneau. J'emmerde les prêtres qui tripotent les gosses innocents avant d'aller dire la messe. Et pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré. Et vas-y, toi, passer 7 ans à la prison d'Otisville, Jésus. J'emmerde les brokers de Wall Street, autoproclamés maîtres de l'univers. Tous ces enculés de chez Enron méritent d'aller en tôle jusqu'à la fin de leur jour et d'y crever. Tout y passe dans cette énumération fielleuse, en réalité délivrée par son reflet dans le miroir.
avec des balles perdues, y compris pour ses proches. J'emmerde Jacob Elinsky, géniard frustré. Son meilleur pote. J'emmerde Francis Xavier Slaughter, mon meilleur ami, qui me juge en matant le cul de ma femme. Sa meuf. J'emmerde Naturel Riviera. Je lui avais donné ma confiance et elle m'a poignardé dans le dos. Son père et sa propre commu irlandaise. Des pavillons d'Astoria aux terrasses de Park Avenue. Des logements sociaux du Bronx au loft de Soho. Qu'un tremblement de terre les rase. Mais avant de voir comment se finit cet autre film, regardons enfin comment se finit Chute libre. Un peu plus tôt, j'ai employé le terme tragicomique en son sens courant. Et figurez-vous que c'est un emploi impropre, parce que le genre de la tragicomédie au théâtre, s'il mêle bien, comme son nom le laisse entendre, des éléments comiques et tragiques, il conserve de la tragédie des personnages de haute extraction, mais surtout, et contrairement à elle, il se termine bien. Que sera notre Cid d'aujourd'hui? Papa! Maman, c'est papa, regarde! Puisque chacun de nous se fait une idée personnelle de nos chefs-d'œuvre, il y aura certainement autant de Cid qu'il y a de téléspectateurs. Et voici la fin. Sa victoire ici n'excuse pas son crime, elle l'exalte au contraire, car c'est par lui, par son crime, qu'il s'est fait. Cette scène finale où Bill retrouve contre leur volonté sa fille et son ex-femme a vraiment rien de drôle. Quoi? Je n'ai plus le droit de parler à ma femme? Non, Bill, je suis plus ta femme. Ah non? Non. Je te rafraîchis la mémoire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez comme nous touchons ici aux problèmes, aux démarches que l'existentialisme a cernées. Bill continue à s'y plaindre de trucs nostalgiques de merde. Il le fait même auprès de son ex-femme, comme si rien n'était, comme s'il ne représentait pas une menace grave pour elle, sa fille et le reste du monde. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Je rentre à la maison après une dure journée de labeur. Dieu bénisse les forçats du travail! Bill a sombré dans le déni total. Il refuse d'accepter avoir perdu ce qu'il était persuadé lui être dû, y compris des gens. Tout ça, ils me l'ont volé. T'en fais pas, nous prendrons plus rien. On a tous, je pense, conscience du danger que représente quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. C'est même un trope. Alors, fini de rigoler, le ressentiment de Bill va vers sa conséquence logique, alors il va bien falloir l'arrêter si on veut éviter le pire. Après tout, les personnages qui vrillent de la sorte fournissent souvent des antagonistes. Et c'est vrai que là, Bill est le protagoniste, en tout cas le personnage qu'on suit le plus et qui est le moteur de l'action. Pourtant, lui-même, et c'est normalement à ce stade très clair pour le spectateur, il n'a pas vraiment conscience de la distribution des rôles. Et pour cause, il est dans le déni là-dessus comme sur le reste. Laisse-le, je supplie. Tu es malade. On lui a menti et son logiciel ne lui permet pas de comprendre ce qui lui arrive, ce qui alimente son sentiment d'injustice vis-à-vis de la situation. Dans sa propre trajectoire, en quelque sorte, il était le héros. Tu veux voir des malades? Tu devrais faire un tour en ville, là tu en verrais. Mais alors, si en fin de compte, il est le méchant? Ah ça, vous l'avez dit. Bon, là, vous vous doutiez bien que je vous ai un peu menti en disant qu'on allait faire un genre de review, surtout si vous connaissez le film. Ce qu'on a passé en revue, c'est la trajectoire de Bill, mais pas le film, car ce dernier a un arc narratif parallèle, celle de ce flic qui essaie de l'attraper. Et c'est ici la première fois qu'ils se rencontrent dans une sorte d'affrontement final d'un genre un peu particulier. Je voudrais un moment de tranquillité avec ma famille, vous ne pourriez pas vous en aller, s'il vous plaît? En parallèle de la trajectoire principale du film, donc, le policier, incarné par Robert Duvall, a été en permanence construit comme le gentil. Au sens où il est construit en miroir opposé de notre protagoniste, qui est, de son point de vue, l'antagoniste, qui doit être arrêté. À quelle heure tu rentres? J'en sais rien du tout. En miroir, car Martin Prendergast a un profil similaire à Bill. Il ressemblait à quoi? Je ne sais pas, il était comme vous, sauf que il était plus grand et il avait des cheveux. Ceci dit, déjà, il est un peu plus vieux, puisque lui arrive à la retraite avec ce bon vieux cliché du flic dont c'est le dernier jour. C'est tôt pour partir en retraite. Oui. Vous toucherez qu'une partie de votre pension. Oui, c'est vrai, je toucherai qu'une partie. C'est-à-dire que lui a vraiment vécu, à l'âge adulte, la période dont Bill semble être un avatar anachronique. Seulement, Martin est tout l'inverse, d'une manière tout aussi caricaturale, même si, évidemment, c'est moins spectaculaire. Vous allez rester dans l'équipe? Non, mon capitaine, je ne crois pas. Il est adorable, il protège les gens et il est toujours à l'écoute des autres, ce qui lui permet d'être le seul à chercher efficacement Bill. I've always seen them as two sides of the same coin, whereas they're both almost unnoticed men. They're kind of just part
of the average life that most of us lead. And we try to, you know, as Robert Duvall does, muddle through and try to do the right thing. C'est bel et bien un mec assez à l'ancienne. Ouais, c'est pas pareil. Elle, c'est une femme. C'est pas pareil, moi je suis bien une femme. Oui, mais elle était particulièrement belle. Cependant, lui, il est globalement en totale maîtrise de lui-même. Il n'a aucun comportement déplacé, ne laisse se manifester aucun biais raciste ou misogyne dans son traitement des autres, et notamment de sa coéquipière. En bref, il n'est pas animé par ce même ressentiment aveugle. Il ne recourt à la violence que pour protéger les autres, y compris au péril de sa propre vie. Sa bienveillance reste égale envers l'intégralité du casting, y compris envers Bill, bien qu'il ait conscience qu'il faille l'arrêter à tout prix. Écoutez ça, ça va vous plaire. Il y a un taré qui s'est pointé chez Whammy Burger. Il a sorti une mitraillette parce qu'il servait plus le petit déjeuner. Après, il a payé et il est parti. Il a payé, tu dis? Ouais. Une forme de masculinité positive, totalement inverse dans son expression à celle de Bill, qui s'en prend aux autres et les écrase pour se faire respecter, et dont les façons de s'imposer sont des expressions confuses, non de sa force, mais bien de sa fragilité, des façons de compenser sa vulnérabilité. À l'exception du nostalgique du Troisième Reich, mais dans un style diamétralement opposé, Martin est en fait le seul à relier les points, à comprendre qui est Bill, ce qu'il fait et pourquoi il faut agir vite. Il comprend Bill sans jamais le voir jusqu'à ce final. Une fille qui fait partie du gang à la bagnole dit qu'un homme en chemise blanche et cravate a attaqué deux de ses copains avec une batte de baseball. Il y a un danger public lâché dans la nature. C'est le départ en retraite qui vous travaille. Il se promène pas avec une batte de baseball, il a un sac de sport plein de mitraillettes. La ferme! Un sac de sport? Je voudrais un Whammy Burger. Car son empathie, son écoute et sa compréhension du monde ne sont pas juste des vertus personnelles abstraites, ce sont précisément les compétences qui lui permettent à la fois de comprendre Bill et de l'empêcher de nuire. L'empêcher de nuire parce qu'il le comprend. Au fond, qui est Bill? Qu'est-ce qu'il faisait dernièrement? Et ce qu'il a toujours fait, il construit des choses très importantes pour nous protéger des communistes. Le père de Bill, un militaire, a lui vraiment fait la guerre de Corée au point qu'il en est mort. Et Bill, lui, il a travaillé toute sa vie pour la défense. Secret défense. Défense. Ce qui renforce son adhésion à la propagande du complexe militaro-industriel états-unien avant que ce dernier ne le dégage une fois la guerre froide terminée. Où est-ce qu'il partait tous les matins? Mais enfin, et à midi, où il allait déjeuner? À partir de là, c'est parti en couille. Depuis, il vit chez sa petite maman qu'il terrifie tout autant, mais qui essaie de l'aider et ne comprend pas guère mieux comment les choses ont pu tourner ainsi. J'essaie de ne pas être un fardeau pour lui, même en dehors des questions d'argent. Alors, comment seriez-vous un fardeau pour qui que ce soit? On ne devrait pas être ici. J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Comment c'est arrivé? Revenons à la confrontation finale, ce showdown façon western sans le côté épique. Car, contrairement à un trope courant, Martin est loin d'avoir connu une vie sans problème qui lui aurait permis de devenir ce héros sans peur et sans reproche. Il a juste une façon diamétralement opposée de répondre à ses problèmes. C'est criant dans sa relation avec sa femme, à l'inverse du comportement abusif qui a mené au divorce de Bill, alors qu'il est plusieurs fois appuyé qu'elle va pas hyper bien, qu'elle regrette sa beauté d'antan, et qu'elle lui prend quand même un peu la tête. Je veux savoir quand tu vas rentrer à la maison, merde! Pourtant, Martin, il a conscience qu'ils ont d'autant plus besoin de se soutenir l'un l'autre dans ces moments difficiles. Disons qu'elle arrive à un âge qui est un cap difficile à passer, vous savez, changer de vie, tout ça, je sais pas, mais enfin, vous voyez. Oui, mais votre carrière à vous. Je m'en sortirai. Est-ce que Bill, rongé par le ressentiment, s'est demandé une seule seconde ce qu'elle vivait, elle? Pire, ce qu'il lui faisait vivre. Parce que si on peut comprendre que Bill ressente sincèrement tout ça, au point de péter les plombs, qu'est-ce qu'on devrait dire de ce qu'a dû ressentir Elizabeth et comment elle a fait pour pas péter les plombs? Encore une fois, Bill a pas raison, mais plutôt des raisons de péter les plombs. Sauf qu'il est entouré de gens qui auraient encore plus de raisons de péter les plombs, et notamment à cause de lui. Et pour ce qui est du couple Prendergast, même Bill va comprendre que c'est le cas. Tout le monde a sa petite idée de ce qu'est le paradis. Tenez, moi par exemple. Vous savez ce que c'était mon idée du paradis? Non, quoi? Faire des enfants. Vous savez, ma femme n'était pas faite pour être mère. Elle a fait tout ça pour moi. Elle a souffert le martyr, elle s'est empâtée, tout ça pour moi. Et puis un soir, la petite s'est endormie et elle s'est jamais réveillée. Ça s'appelle la mort subite. Mais c'était plus un nourrisson, c'est ça qui est bizarre. C'était déjà une grande fille, elle avait 2 ans. Pourtant, Martin ne blâme pas sa femme, ni les autres, ni le reste du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, si elle avait été renversée par un chauffard. Tiens, papa. À qui vous voulez vous en prendre quand il ne se réveille pas? À qui? Merci, ma chérie. Voilà comment il se termine le monologue d'Edward Norton dans la 25e heure, en une réponse de lui-même à son reflet. Non, je t'emmerde, toi, Montgomery Brogan. Tu avais toutes les cartes en main et tu t'es démerdé pour tout foutre en l'air. Quant au film lui-même, il se finit ainsi, par un défilé de tous ces gens à qui il vouait sa haine et qui lui sourient. Martin, il n'a pas cherché à rester avec sa femme pour ce qu'elle représente dans le modèle fantasmé qu'il croit lui être dû, puisqu'elle n'est pas ou plus une femme trophée et que la vie les a privés de leur rêve d'enfant. S'il a cherché à rester avec elle, c'est juste pour un truc tout con. Un de ces trucs qui échappe manifestement à Bill. Parce que... Puisqu'on parlait de ma femme, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je l'aime. Bill avait certes beaucoup perdu, mais il avait ça. À ce stade, il n'avait pas plus rien à perdre, puisqu'il avait les autres. Mais il a tourné sa haine vers eux. Il a détruit ce qui lui restait à perdre, le leur a fait perdre à eux, et s'est persuadé que ça aussi, c'était leur faute, sans jamais remettre en cause les véritables fautifs. Puisque Martin, il est comme ça, il comprend parfaitement que ce dont Bill a aussi besoin, c'est de l'aide. Une aide qui ne consiste pas à l'enfermer dans son ressentiment, et qu'il est le premier à lui proposer. Vous avez le choix. Moi, ma petite fille est morte, j'ai pas le choix. Mais vous avez le choix. Mais le film ne cesse de le répéter, il est trop tard. On fait un duel entre le méchant et le shérif. Ou je vous tue, ou c'est vous qui me tuez. Et ma fille touche l'assurance. Pas pour sauver les victimes de Bill, heureusement, mais pour le sauver lui. À 3. C'est pas la seule fin possible. 1. Vous voulez pas la voir grandir? 2. Ne faites pas ça, je vous en prie. On sait tous comment ça se termine. C'est toujours comme ça. Que ce soit en forçant la main des flics ou de la sienne propre, ces pétages de plomb les plus sordides sont aussi des suicides. Je vous aurais eu. Tout ce qu'on craignait du communisme, qu'on perdrait nos maisons, nos économies, qu'on soit contraint à un éternel labeur pour un salaire de misère sans aucune voix au chapitre, tout ça s'est réalisé sous le capitalisme. Sauf que, dans la vraie vie, il n'y a souvent pas d'inspecteur Prendergast pour sauver Elisabeth, sa fille et les autres. Je ne vous ai jamais aimé, vous savez pourquoi? Vous ne jurez pas. Un homme qui jure pas, j'ai pas confiance. Pas un bordel, ni un merde pendant toutes ces années. Votre bureau vous attend, c'est ça votre vraie place. Et les victimes se limitent rarement à un nazi fou dangereux et à un gros bourge cardiaque. Par définition, c'est trop tard quand il fallait faire quelque chose avant. On devrait me donner une médaille. Mais non, il y en a que pour les chirurgiens esthétiques, on m'a menti. Est-ce que vous méritez tout ça? Non! Bill s'était persuadé que ce rêve en voie de déclassement lui était dû s'il faisait ce qu'on lui disait. Et tant pis pour les autres, ils avaient qu'à faire comme lui, fermer leur gueule et faire ce qui était attendu d'eux. Au fond, Bill a des raisons d'être en colère, parce qu'on s'est bien foutu de sa gueule. C'est même encore plus rageant que ça, puisqu'il a été un rouage volontaire de ce foutage de gueule. Il a défendu cette arnaque, s'y est donné corps et âme et a probablement voté pour elle. Il s'en est pris à tous ceux qui y perdaient, et quand est venu son tour d'être le perdant, il s'en est pris d'autant plus fort aux autres. You know, there's a lot of people who are a paycheck away from being on the streets and or out of work, who did everything right. I mean, they've been responsible, they've tried hard, and they don't know what went wrong. We won the war. Where is it all at? Quand tu regardes ça, tu te dis putain, merde, c'est le bordel et tout. Ah, dans notre tête, c'est tous comme ça. Et là, il n'y a personne pour faire des constats. Il n'y a pas d'huissier. Voilà, mais elle peut pas rentrer dans ma tête pour voir tous les dégâts qu'il y a. Dans Going Postal, Mark Ames ne se contente pas de revenir sur les discours de l'époque à propos de ces déchaînements de violence fous, aveugles et arbitraires qui semblent échapper à toute raison que personne n'aurait pu prédire. Il a fait un truc vachement insolite pour un journaliste, il a mené son enquête. Il a parlé aux gens, il a cherché à comprendre, pas à justifier, à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là à Standard Gravure. Si le diagnostic habituel ne permet pas de prévenir ces drames, à quoi peut-il bien servir? Ne serait-il pas temps de demander un deuxième avis? Qui aurait pu prédire? Vraiment? Vous vous souvenez de Michael Campbell, ce type qui s'est pris plusieurs balles dont il gardera de graves séquelles toute sa vie? Pas franchement un gars suspect de sympathie pour son collègue. Eh bien, sa première réponse lorsqu'il fut interviewé pour Going Postal a été « Merde, tout le monde était de son côté, tout le monde comprenait pertinemment d'où ça venait.
Son problème, c'est qu'il s'en est pris aux mauvaises personnes. Est-ce que tout le monde se rend bien compte de ce qu'il faut pour que ce type, entre tous, encore des années après, sorte un truc pareil en toute franchise? Qui était Joseph Westbaker si on se contente pas du visage d'un énième tueur de masse affiché quelques jours sur les chaînes d'infos? Eh ben en gros, ni un gars normal qui a pété les plombs d'un coup, comme ça, sans raison, ni un fou furieux prêt à trucider à chaque instant. Joseph était ce qu'on pourrait appeler crûment un pauvre type, à condition qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par là. Joseph venait d'une famille très précaire, abandonné tôt par son père et avec une mère bientôt internée. Lui-même était divorcé à 2 reprises, et ses collègues le décrivent de surcroît comme peu doué avec les femmes. Tenez, son surnom, Rocky. On pourrait se dire, ça c'est bien un surnom de grosse brute bien badass. Sauf que ils lui ont donné ce charmant sobriquet, en réalité ironique, suite à une fois où il s'est fait péter la gueule par une nana qu'il draguait au bar. De manière générale, Joseph semblait souffrir d'un sentiment de persécution, sans doute pas aidé par ses difficultés à s'intégrer auprès de ses collègues, dont il était souvent la tête de turc, ainsi que celle de sa direction. Et de fait, Joseph était malade, souffrait notamment de dépression et prenait du Prozac. Ça, c'est à très gros traits son profil. Ça pourrait malheureusement suffire à certains médias pour plier le dossier. Un peu comme ce truc de dire que s'il y a des fusillades dans les centres de tri postaux, ça doit être parce qu'ils doivent recruter des déséquilibrés par palette. Or, et si pour comprendre la trajectoire de Joseph qui l'a mené à ce point de non-retour, on dézoomait afin de comprendre la trajectoire de Standard Gravure elle-même. L'entreprise à laquelle il a donné tant d'années de sa vie, où, pour pallier aux problèmes d'argent dont il avait une crainte obsessionnelle, il a accepté tous les shifts, toutes les heures sup, tous les nombreux, comme on va le voir, efforts qu'elle exigeait de lui. Car Joseph, ouvrier toute sa vie, avait la réputation non d'un marginal ou d'un déséquilibré, mais, je cite, d'un travailleur déterminé, dur à la tâche, loyal et fiable. Dieu bénisse les forçats du travail! Lorsqu'il y a commencé, les employés de cette entreprise détenue depuis les années 20 par une grande famille du Kentucky bénéficiaient de contrats solides, de conventions collectives et d'acquis négociés par les syndicats. Puis arrivèrent les années Reagan. But I wondered if there was more that I could have done personally as the president of the union to help Joe to have avoided this. I don't know that there was, and I don't really, I guess, blame myself, but it's still in there. Et il se passa à Standard Gravure peu ou prou la même chose que dans tout le secteur industriel états-unien. Pour rester compétitive dans cette nouvelle économie mondialisée, la boîte laissa un choix. Accepter des licenciements massifs et des coupes budgétaires, ou alors elle fermait. Je me suis pointé à 5h du matin pour aller travailler et 11h du matin, on est venu nous annoncer la fermeture de l'usine. Le pire dans tout ça, c'est que Tricken, l'allemand, il te dit... il commence le truc en t'expliquant qu'il comprend, mais que les actionnaires, faut qu'ils continuent à vivre. C'est surréaliste. Ouais. J'y ai mis le paquet de Kleenex dans la gueule. Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. L'entreprise se livra d'année en année à toujours plus de plans sociaux, comme on aime les appeler dans la novlangue managériale, et à des stratégies de casse des syndicats, qui passèrent, selon Campbell, de plus de 300 employés à 68. Détérioration généralisée des conditions de travail et de la santé mentale, explosion des divorces et mise en place de nouvelles méthodes de management. Tu sais, on parle de radicalisation partout en France, mais moi je voudrais quand même tirer un sacré coup de chapeau à toute la classe ouvrière. Parce que la radicalisation, il n'y en a pas eu en vrai. Il n'y a jamais eu de drame. Si, chez les ouvriers, chez France Télécom, tu vois, il y a eu des suicides, il y a plein de gens qui se suicident, qui foutent l'envie en l'air. Chez Conti, il y a déjà des nombreux divorces. Mais ils égorgent pas les patrons. Ah non, jamais. Arrivé fin des années 80, ça faisait un bail que Joseph se plaignait du poste qu'il occupait, réputé un des plus éprouvants et stressants de toute l'entreprise, alors même qu'il souffrait déjà de problèmes physiques et mentaux. La direction refusa de le déplacer. Parmi ses nombreux griefs qui prirent de plus en plus des dimensions paranoïaques, il attribuait son état mental à l'exposition aux produits chimiques. Alors, on ignore à ce jour si les employés de Standard Gravure travaillaient dans des conditions dangereuses vis-à-vis de ces produits, mais il fut pas
pas le seul à s'en plaindre, puisque Michael Campbell lui-même put vivre à peu près confortablement la suite de sa vie, pas seulement en dédommagement de ses blessures, mais aussi grâce à un accord avec l'entreprise, au montant resté confidentiel, concernant les accusations d'empoisonnement par ces mêmes produits chimiques. Mais bref, ça a continué comme ça, jusqu'à ce que Rocky soit mis en arrêt longue maladie en août 1988, en attendant qu'il aille mieux. Mais Rocky n'alla jamais mieux. Il resta juste des mois à mariner dans son ressentiment et ses délires de persécution et à se procurer des armes. Il passa à la boîte le 13 septembre 1989, a priori pour recevoir une lettre annonçant la fin de son indemnisation longue maladie. C'était l'avant-dernière fois où il se rendait dans les locaux. La dernière, que vous connaissez déjà, étant le lendemain. On commence alors à comprendre comment Wes Baker, un bouffon déjà bien endommagé, dont la vulnérabilité semblait inviter à toujours plus d'abus, a dû dissimuler tout ça dans une culture d'entreprise qui n'autorise que des sourires, des tapes dans le dos et s'endurcir. Cette bonne humeur, ce sourire désespéré, est un trait des plus corrosifs du quotidien, un ingrédient clé du poison culturel, le mensonge du sourire comme une potion d'invisibilité. Going Postal invite à ne pas simplement voir cet événement, et à travers lui les autres du même type, comme une simple vengeance aveugle aux cibles aléatoires. Car d'une certaine façon, cette vengeance visait bien une cible, l'entreprise. Elle a commencé à l'entrée de celle-ci et s'est terminée à sa sortie. Seulement, une cible intangible dont malheureusement la masse des employés ont fait office d'incarnation tangible, sauf lorsque l'un d'eux était perçu comme un peu plus que ça. Hey Rocky, qu'est-ce qui se passe? Salut John. Je leur avais dit que je reviendrais. C'est le cas du rescapé John Tingle, dont l'enquête montrera qu'il était un des seuls à être perçu par Rocky comme l'ayant vraiment aidé pendant ces années de galère. Pars-toi John, casse-toi de là. Évidemment, l'expression de ces problèmes via la fusillade de masse est typiquement états-unienne. Elle est liée à la violence endémique de leur société et à leur culture des armes, qui ont elles aussi leurs propres raisons historiques. Une expression particulièrement dévastatrice et spectaculaire. De même que la figure du serial killer est une expression particulièrement prégnante dans cette même société. Figure sur laquelle Laurent Denave porte un regard un peu similaire dans son livre L'inhumanité, bouquin qui, lui, pour le coup, est en français, pour celles et ceux que ça intéresserait. Mais pour autant, ces problèmes existent bel et bien ailleurs et s'y expriment sous d'autres formes. Des formes, elles aussi destructrices pour les personnes elles-mêmes, ainsi que pour les personnes autour et l'ensemble de nos sociétés. Des mal-être bien réels, susceptibles de provoquer des dégâts tout aussi concrets quand ils ne sont pas purement et simplement entretenus, instrumentalisés à des fins politiques, religieuses ou d'autres mouvements mortifères, voire pour en tirer un profit bassement pécunier. La santé mentale est en fait un cas paradigmatique de comment opère ce que je nomme réalisme capitaliste. Ce dernier insiste sur le traitement de la santé mentale comme un phénomène naturel, un peu comme le climat, bien que lui non plus ne soit plutôt un phénomène naturel qu'un effet politico-économique. Oliver James a postulé de manière convaincante une corrélation entre taux de détresse mentale et le mode néolibéral de gestion du capitalisme dans des pays comme la Grande-Bretagne, les USA et l'Australie. Au lieu d'accepter la massive privatisation du stress qui a pris place ces 30 dernières années, on devrait se demander comment a-t-il pu devenir acceptable que tant de gens, et tout spécialement tant de jeunes gens, soient malades. L'épidémie de troubles mentaux des sociétés capitalistes devrait suggérer qu'au lieu d'être le seul système social qui fonctionne, le capitalisme est intrinsèquement dysfonctionnel et que le coût pour le faire apparaître fonctionnel est particulièrement élevé. Peut-être que si on veut éviter des Rocky ou autres Bill, si on veut éviter qu'ils sombrent en emportant des innocents avec eux, on ne peut pas se contenter d'en faire des incarnations du mal. Il faudrait peut-être comprendre ce qui les a produits, et si possible, avant qu'il soit trop tard. C'est moi le méchant ? En somme, il serait peut-être temps d'arrêter de simplement les déplorer, tout en continuant à en chérir les causes. Ce ne sont pas les tueurs de masse sur les lieux de travail ou dans les écoles dont il faut dresser le profil. On ne le peut pas. Ce sont les lieux de travail et les écoles dont on a besoin de dresser le profil. C'est chaque génération, c'est toujours la même histoire. On te bourre le crâne avec des excuses bidons et au résultat, comme avant, c'est l'ouvrier qui paye. On
espère que cette vidéo vous a plu. Ce que vous venez de voir, c'est le travail d'une équipe, et tout particulièrement de Ace Modé, qui a accompli ce montage colossal. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de vous. Même le plus petit don sur Tipeee ou KissKiss contribue à ce qu'on puisse continuer à vous offrir ce genre de taf dans les meilleures conditions possibles. Les liens sont en description, prenez soin de vous et des autres, à bientôt.